Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec le 123e numéro du menu crowdfunding, le dernier numéro avant mon départ pour la France, puisque lundi, donc demain lorsque vous regardez cette vidéo, a priori, vous pourrez la regarder lundi, mardi, mercredi, ça ne change rien, mais donc lundi, je pars pour la France, et c'est la première fois que je vais en France depuis 2018, ça fait quand même un bail, ça fait 5 ans et demi déjà. Puisque 2020 je voulais aller en France, un an après mon mariage, mais 2020 Corona, 2021-2022 bon pareil, 2022 l'arrivée du petit, donc voyager avec un bébé c'est un petit peu chaud aussi, et puis bah du coup maintenant le voilà un an et demi, et on va pouvoir enfin faire son premier petit voyage en France pour le festival de Cannes. J'emmène le petit avec moi bien sûr, mais il va rester chez mes parents, je vais évidemment pas l'emmener sur le festival, ça n'aurait aucun sens, ce serait un petit peu sadique de ma part, mais bon, quoi qu'il en soit, premier voyage en France depuis 5 ans et demi, je ne sais pas si je suis encore en phase, est-ce que je peux encore vraiment parler français? Vous me le direz en commentaire, je ne suis pas encore très confiant quant à ma capacité à me mouvoir, à interagir avec la faune locale. On verra bien. Quoi qu'il en soit, 123e menu du crowdfunding qui sera relativement léger. Et en même temps, je suis un petit peu triste de rater la semaine qui va venir, puisque la semaine qui va venir, il y aura quand même pas mal de projets assez intéressants, et pour le coup, comme je vais rater le prochain menu crowdfunding, enfin qu'il n'y en aura pas en fait, je me permettrai de faire une petite outro avec, comment dire, les 5-6 jeux qui me semblent le plus intéressants pour la semaine à venir, qui ne pourront donc pas être traités dans un potentiel menu crowdfunding du dimanche prochain. Vous aurez suivi un petit peu. Quoi qu'il en soit, les parties habituelles, donc les entrées, les plats, les desserts, donc pour les projets mineurs, médians et un peu plus importants selon moi cette semaine, même si vous allez voir, cette semaine, il n'y a pas grand chose en termes de vrais gros projets d'intérêt. En tout cas en termes de projets vraiment attendus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un ou deux qui ont su attiser ma curiosité. On est parti. Et on commence tout de suite les petits projets de la semaine par Forks Second Edition, donc deuxième édition pour Forks qui a été complètement revisité visuellement parlant, thématiquement parlant également. À l'origine on était sur un projet très abstrait qui avait déjà été proposé sur Kickstarter par son éditeur qui est donc Radical 8 Games. À l'origine, voilà, Forks était donc ici, 250 contributeurs, et c'était un jeu vraiment très abstrait. Pour le coup, il a connu une jolie petite refonte visuelle, là on est vraiment sur un truc qui donne envie, vraiment visuellement c'est plutôt sympa, qui a déjà engrangé plus de contributeurs que lors de sa première campagne, donc c'est plutôt bon signe également, et 11 jours avant la fin de la campagne, on est déjà à près de 370 contributeurs pour ce petit jeu de draft, qui se joue pour des parties de 15 minutes, pour 2 à 6 joueurs désormais. C'était un petit peu plus long, je crois, non, c'était la même durée, mais par contre c'était moins de joueurs, je crois, c'était 2 à 4 joueurs à l'époque pour Forks, et donc avec une direction artistique complètement revue, avec maintenant, on va dire différentes zones, différentes régions que l'on pourra acquérir. C'est en fait un jeu de marché, on va dire, en gros. Vous allez drafter des cartes en fonction donc du lieu que vous désirez obtenir, en fonction aussi de la valeur qu'il va avoir au cours de la partie, puisque au cours du draft, vous allez rejeter un certain nombre de cartes qui vont venir au milieu de la table et qui vont soit faire augmenter, soit faire diminuer en fait la valeur de chacun des terrains en question, et donc à partir de là vous faites du set collection pour essayer d'engranger un maximum de points, sachant que les piles où il y aura de moins de cartes vont faire des points négatifs, celles qui auront le plus de cartes auront des points positifs, etc., ou un truc comme ça. Voilà, donc un jeu de draft, de marché, de bluff un petit peu également, qui a l'air d'être assez sympathique. Le jeu reste relativement abstrait, même si on lui a plaqué un thème, mais au moins visuellement c'est vrai qu'il présente un petit peu mieux. Au-delà de ça, c'est quand même très abordable, on est sur un jeu qui coûte, je crois, 10 livres dans sa version de base, voilà, c'est 10 livres, donc quoi, c'est une douzaine d'euros, ouais, ça, 12 euros. Vous avez aussi une édition légèrement plus, comment dirais-je, épaisse en termes de boîte, purement physique, pour permettre de sleever, en fait de contenir l'ensemble des cartes sleevées, donc avec les protège cartes, pour ceux que ça pourrait intéresser, donc pour 15 livres, donc ça fait quoi, 18 euros, comme ça, voilà, 18 euros, pour ce qui est donc de l'édition entre guillemets de luxe, quoi. Et donc ensuite pour les frais de port, pour le Canada c'est 3 livres, donc 5$ canadiens, pour l'Union Européenne c'est 3,50 €, et pour le reste du monde c'est 4 livres, donc c'est vraiment très abordable en termes aussi de frais de port. Voilà donc pour Forks, 370 contributeurs 11 jours avant la fin de la campagne.
On enchaîne avec un projet qui aurait peut-être pu ou peut-être dû être présenté dans les projets au moins médians, donc dans les plats principaux de la semaine, mais petit coup de flemme sur Epic Warpath qui nous vient de Mantic, 25e projet quand même pour l'éditeur anglo-saxon qui vous a déjà proposé par le passé une tétrachie de projets, parmi lesquels Hellboy par exemple, ou encore plus récemment The Umbrella Academy, qui avait d'abord reconnu un échec cuisant avant de revenir sur GameFound et d'être financé avec un petit score, mais plus récemment surtout avec Worms, l'adaptation du jeu de vidéo bien connu, qui a fait les belles heures des joueurs PC dans les années 90-2000 on va dire, hein, un jeu vraiment jouissif et qui donc connaissait un portage, on va dire, une adaptation en jeu de société. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est en termes de qualité d'adaptation pour Worms, mais c'est vrai que ça peut faire l'objet d'un jeu très fun si c'est bien fait. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec Epic Warpath. Alors là pour le coup je ne sais pas s'il y a une licence derrière. Ça me dit rien, en tout cas je ne connais pas le nom, mais bon on n'est pas à l'abri que ce soit une licence de jeu vidéo encore une fois, je ne sais pas. Et donc Epic Warpath, on est sur un jeu de miniature, hein, très clairement, vous allez avoir du kilo plastique dans tous les sens, à ne plus savoir qu'en faire, avec des miniatures qui ont l'air d'être relativement soignées, relativement détaillées, le tout sur un plateau avec des tuiles de terrain, etc., pour aller apporter un peu plus d'immersion, et on est sur un jeu de bataille, tout ce qu'il y a de plus classique, conçu par Alessio Cavatore et Matt Gilbert. Alors je ne connais pas les auteurs en question, mais sachez en tout cas que le jeu est disponible en VF durant la campagne. Vous pourrez d'abord aller voir un petit peu ce qu'il en est des règles, ou d'un aperçu des règles, parce que c'est très court quand même, ici en français. D'ailleurs je me suis demandé à un moment si c'était pas traduit par DeepL ou une IA de ce genre-là. Bon, j'en sais rien, en tout cas ça a l'air d'être relativement bien fait, mais règles très courtes, donc je pense que c'est juste un aperçu, hein, je pense. Voilà, pour le reste, énormément de miniatures, ça peut donc chiffrer assez rapidement, vous en doutez, au niveau du prix, parce qu'on a quand même beaucoup de matos, ça peut monter assez vite, hein. Vous voyez, 475 livres par exemple ici, ça peut vraiment vous coûter un bras, un rein, un orteil, l'ongle qui va avec, bref, ça peut coûter très cher. Et pour les frais de port, bien sûr, vous vous en doutez, ça va aussi dépendre pas mal de ce que vous allez choisir en termes de pledge, donc potentiellement pour le Canada ça peut aller de 18 à 35 livres, pour l'Europe ça peut aller de 14 à 30 livres par exemple, c'est du simple au double en gros, hein. Et ma foi, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose à dire parce que ce type de jeu là ne m'attire pas outre mesure et je ne sais pas vraiment quoi en dire parce que je ne suis absolument pas connaisseur. Donc éventuellement, vous me direz en commentaire ce qui peut attirer ou non du côté de chez Epic Warpath. 13 jours avant la fin de la campagne, en tout cas pour l'instant le projet se porte plutôt pas mal avec près de 1200 contributeurs et déjà 175 000 € d'engrangés. Univers radicalement différent sur Kickstarter avec cette fois-ci Rocket Ranchers Herding Cats in Space. Je crois qu'ils ont trouvé ce titre exprès pour me faire chier au moment du menu crowdfunding. Mais bon, 238 contributeurs pour l'instant, et 17 jours avant la fin de la campagne, c'est plutôt un résultat correct pour un petit éditeur. Donc c'est le premier projet, hein, ça nous vient de Bing Settings Games. Ils essaient de me faire chier jusque dans le titre, enfin le nom de l'éditeur je crois, Bing Settings Games, avec Rocket Ranchers Herding Cats in Space. Et donc c'est un petit éditeur américain qui nous vient de Chicago, et donc c'est le premier projet, 238 contributeurs pour le coup du coup, très répétitif, très redondant. C'est plutôt un bon score pour un petit éditeur qui se lance sur Kickstarter sans avoir fait grand bruit au préalable, parce que c'est une campagne dont j'avais pas spécialement beaucoup entendu parler avant le lancement de la campagne. Ben, ma foi, ça se porte plutôt pas mal. Et c'est vrai, il y a un argument aussi à mettre à leur effectif. Il y a des chats. Donc voilà, les chats, on le sait, hein, ça attire un petit peu le chaland, et du coup, peut-être que l'aspect hyper choupi, hein, de ces petits chats de l'espace a attiré un petit peu le regard, et au-delà de ça, c'est vrai que globalement, l'ADA est plutôt mignonne, plutôt marrante, donc ça peut attirer le regard. Et au-delà de ça, le gameplay a l'air pas dégueu non plus. On est sur un petit jeu en plus qui coûte pas cher, à 20 $, c'est du 8 ans et plus, donc très accessible, très familial, pour des parties de 40 minutes, un peu plus long que ce que j'aurais pensé, pour 1 à 6 joueurs, donc oui, il y a bel et bien un petit mode solo. On va partir sur un mode de jeu de draft ouvert, vous avez une grille de différentes espèces extraterrestres, ainsi que des chats de l'espace, et vous aurez différentes cartes en main, les mêmes pour tous les joueurs, et il y aura un système donc de gestion de main. Vous allez choisir une carte
ou parfois 2, ça dépend, dans votre main pour en fait simplement sélectionner la forme qui correspond à votre carte au sein de la grille. Par exemple ici vous avez 4 cartes qui forment un carré, vous devez donc choisir un carré au sein de la grille, et si jamais adjacent à une des 4 cases ici, vous avez un space cat, donc un chat de l'espace, comme c'est le cas ici, vous devez le prendre également. Et donc ensuite, bien sûr vous l'aurez compris, il y a une sorte de set collection, donc de mécanisme de collection. On va mettre les aliens par espèce, ou si leur... c'était quoi déjà, si je crois que si leur espèce n'est pas encore présente, vous la retournez pour faire une sorte de nouveau terrain pouvant accueillir de nouveaux aliens, je crois, un truc comme ça. Et puis vous faites une pile à part pour les chats de l'espace. Alors les chats de l'espace pourront avoir un aspect positif comme négatif. Si vous en avez un certain nombre, ça peut faire des points de malus. Et si vous en avez suffisamment, ça pourra vous faire des points de bonus. Donc une sorte de gestion du risque à prendre en compte également. Et toujours cet aspect de gestion de main. Donc tout le monde a les mêmes cartes. À vous de voir quand, dans quel timing vous voulez jouer telle ou telle carte. Est-ce que vous pouvez en jouer 2 d'un coup parfois pour essayer de faire un combo intéressant. Voilà, sur le papier, ça a l'air d'être pas inintéressant, ça a l'air d'être plutôt agréable à jouer. Après, est-ce que ça révolutionne le genre de la gestion de main, du set collection, etc. J'ai envie de dire pas spécialement, mais ça a l'air d'être relativement agréable à jouer, en plus d'avoir une direction artistique assez choupie. Par contre, pas de VF pour Rocket Rangers Herding Cats in Space, je me suis rappelé du titre. Mais quelques extensions également qui pourront éventuellement ajouter un petit peu de contenu. On avait quoi ici, le mode solo qui était là, on avait la mini extension que vous voyez ici, Corporate Assignments, et puis on a une autre extension je crois, voilà ici, Rocket... Non, ça c'est le pledge, oui. Le pledge de base avec le contenu, donc les cartes, etc. Cargo Manifest, l'extension là ici. Rocket Rangers Severe Weather, qui vient donc ajouter quelques cartes supplémentaires, ainsi que des petits tokens par-ci par-là, de nouveaux types de cartes également. Et puis en termes de pledge, on a donc le pledge de base, donc le jeu uniquement, 20 $, le jeu plus l'extension et la mini-extension également, le tout à 34 $, 56 si vous les ajoutez par-dessus un playmat en néoprène, et puis enfin 240 voire 480 si vous sentez un petit peu l'âme d'un mécène, limité à 40 et 10 copies pour avoir un petit peu de l'oxyfication j'imagine par-ci par-là, y compris par exemple votre chat illustré dans le jeu, votre chat comme étant l'effigie un petit peu de votre copie du jeu. Ça peut être un petit peu sans patoche, mais il faut quand même casquer assez sévèrement. Voilà, ensuite on va pouvoir passer assez rapidement au shipping. J'aime bien l'ajout de Kickstarter qui copie un petit peu GameFound, mais en termes d'ergonomie sur le site, c'est quand même vachement agréable de pouvoir passer directement au shipping comme ça. Aucun rapport avec le menu, mais je voulais le dire quand même. Canada, 30 $, ça pique un petit peu quand même au niveau des frais de port, c'est quand même plus cher que le jeu de base. Ça c'est méchant. Ensuite, Union Européenne, il y a 2 zones, voire même 3, parce que la Suisse a une zone à part, on va dire, avec 24 livres. Mais pour la France, par exemple, France et peut-être Belgique également, non, c'est 2 zones différentes. France c'est la 1, Belgique c'est la 2, 14, 18, à vous de voir. C'est la Première Guerre mondiale. Et ensuite pour nous, au Japon, 45 $, c'est là par contre que le bas blesse, hein, j'ai envie de dire que le shipping, globalement, à part si vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre, bon, la France, ça passe encore, ça fait quand même assez cher de frais de port pour un jeu qui, lui, par contre, était assez abordable. Donc, du coup, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises en termes de frais de port. On n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on se dit que c'est quasiment aussi cher que le jeu lui-même. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais au demeurant, Rocket Rangers Herding Cats in Space a l'air d'être plutôt sympatoche sur le papier. 240 contributeurs donc, 17 jours avant la fin de la campagne, et déjà 10 000 € d'engrangés. Le projet est donc largement financé d'ores et déjà. On part maintenant sur un jeu d'ambiance, il s'agit de Don't Get Stabbed, ne vous faites pas poignarder, hein, si on traduit en français. C'est la seconde édition de ce jeu, comme c'était déjà le cas de Forks tout à l'heure. C'est donc un jeu qui nous vient de Rookie Mage Games, 3e projet sur Kickstarter. J'imagine que l'un des 2 premiers ayant été Don't Get Stabbed, première édition, j'imagine. Voilà, c'est bien ça. À l'époque, il avait fait 266 contributeurs, et comme Forks tout à l'heure, la 2e campagne a déjà fait mieux que la première, donc bon, ça semble être plutôt une bonne chose. Oula, j'ai sauté une campagne, excusez-moi. Voilà, donc 266 contributeurs à l'époque pour Don't Get Stabbed, qui connaît une légère refonte visuelle, mais on reste fondamentalement sur le même jeu. Et entre-temps, ils avaient aussi pondu Nuns with Nunchuck, autrement dit des nonnes avec des nunchaku. Donc on est quand même toujours sur des thématiques assez barrées, dans le bon sens du terme. Quoi qu'il en soit, Don't Get Stabbed, bon, c'est un petit jeu d'ambiance relativement classique qui ne va pas révolutionner le genre. Un joueur autour de la table va incarner un tueur en série, et les autres joueurs vont chercher
à survivre aussi longtemps que possible. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour 18 ans et plus, de par les thématiques, pour des parties environ 15 minutes approximativement. C'est un jeu qui connaît une belle cote de popularité apparemment sur Amazon, mais bon, Amazon c'est pas BGG non plus. BGG, on peut aussi remettre en question certaines choses en termes d'évaluation, mais en tout cas Amazon, voilà, c'est un jeu d'ambiance, donc ça a des notations, enfin des critères de notation qui sont un petit peu différents peut-être que celles du gros gamer qui regarde le menu crowdfunding en règle générale, je pense. Mais en tout cas, c'est un jeu qui apparemment a connu un beau succès d'estime via Amazon, puisqu'il a quand même vendu plusieurs dizaines de milliers de copies suite à un Kickstarter qui pourtant avait pas fait beaucoup à la base. Voilà, donc je vais passer assez rapidement sur le reste, hein, je l'ai dit tout à l'heure, jeu d'ambiance. Un joueur va jouer donc le killer, donc le serial killer, et le reste va donc incarner des victimes. Et vous avez différents types de cartes, il y a aussi des sets à essayer de collectionner pour pouvoir s'évader plus rapidement, plus efficacement du serial killer, etc., etc. Des façons de s'échapper aussi, des façons d'esquiver un coup de couteau mal placé entre les côtes. Bref, relativement classique. Il n'y a même pas d'identité cachée, hein. Vous savez je pense qui est le tueur d'entrée de jeu. Bon, il y a aussi éventuellement une petite peluche pour aller avec si ça vous tente, un Stabby, le poignardeur, le poinçonneur on va dire, pas celui des lilas, l'autre. Mais bon, au demeurant, rien de très extraordinairement original dans cette campagne. 20$ pour le jeu de base, 40 si vous voulez le jeu plus la peluche. Relativement classique en termes de prix, je pense, pour une peluche. Les retailers, si vous voulez 5 copies, c'est 50$, ça vous permet de faire des marges sur votre vente. Omni Slasher, là c'est pour ceux qui sont vraiment très très fans de l'univers de Don't Get Stabbed, parce que vous avez des stickers, un mug, etc. pour 75$, et vous pouvez même aller jusqu'à 100$ pour la KS Limited Edition, donc Kickstarter Limited Edition, qui vient ajouter encore plus de l'oxyfication, un pins en énamel, on a quoi encore? C'est quoi ce petit truc là? Une boîte en bois, d'accord, pour le jeu. Pourquoi pas, avec, j'imagine, une sorte de logo sérigraphié sur le dessus. Bon. Pour le shipping, c'est 15$ pour le Canada, 15$ pour l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, et gratuit pour les États-Unis, mais vous le voyez, pas de livraison pour l'Europe. J'ai quand même accepté de présenter le jeu malgré tout, malgré l'absence de l'Europe, parce que, bon, Canada, Québec, éventuellement pour nos amis québécois, ça peut être une option, et puis éventuellement pour ceux qui sont en France, qui veulent vraiment mettre la main sur Don't Get Stabbed, vous pouvez peut-être le faire livrer en Angleterre, puis ensuite vous le faire livrer en France. Bon, ça fera un peu plus de dépenses de frais de port, mais ça peut potentiellement faire, j'imagine. Voilà pour Don't Get Stabbed Second Edition, 270 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Je l'avais un petit peu teasé sans faire exprès tout à l'heure en zappant une page, mais voici donc Burned, un des plus petits projets de la semaine. Pour l'instant 86 contributeurs, ça sent un petit peu le pâté, hein, soyons tout à fait honnêtes, ça ne semble pas s'orienter vers le chemin du financement, puisqu'il faudrait 14 000 € là où on en est actuellement à 3 300. Ça risque d'être un petit peu léger, même s'il reste encore plus de 3 semaines pour éventuellement chercher le financement du jeu. C'est un petit jeu pour 2 joueurs, si mes souvenirs sont bons, ça va être 2 joueurs, un jeu de du chat et la souris. Bon, dans une ville avec des couleurs très très néon comme vous pouvez le voir. Ça m'attire pas outre mesure en termes de direction artistique, ni en termes de thématique non plus. Je sais pas très bien ce qu'ils entendent par jeu du chat et de la souris. Bon, j'imagine qu'il y a une sorte de course-poursuite qui s'opère, mais j'ai pas très bien exploré les règles parce que vraiment rien ne m'attire dans le jeu. Mais bon, sachez-le, il existe, il est là, sur Kickstarter actuellement pour encore 3 semaines, à moins qu'il y ait une annulation entre-temps, mais j'ai pas suffisamment suivi pour vous en parler en détail. Mais bon, vraiment, ça vend pas du rêve, très clairement. Mais juste par curiosité, ça coûte combien? Pledge Manager, ok. Le Print and Play, il y a un Print and Play, mais le Print and Play coûte cher. Il coûte quand même 20$. Là où généralement les Print and Play sont plutôt entre 3, 4, 5$. Donc déjà, il y a une erreur stratégique assez flagrante. Et si vous voulez le jeu en physique, c'est 30$, donc ça ne fait que 10$ de plus, j'ai envie de dire. Autant s'orienter très clairement vers la version physique. D'ailleurs, vous le voyez, c'est assez rare, mais une campagne qui propose une print and play avec 0 backer, ça montre bien qu'il y a un problème en termes d'approche stratégique sur les pledges. Ensuite, il y a aussi un pledge director à 40$, je sais pas ce que ça vient ajouter de particulier là-dedans. Je vois pas, honnêtement. Mais bon, encore une fois, j'ai vraiment pas exploré suffisamment la campagne pour en parler plus que ça. Donc on va passer directement au shipping, qui est assez mal présenté pour être honnête. Mais bon, sachez que Belgique et France, par exemple, c'est entre 12 et 16$. Après, c'est tellement mal présenté que j'ai pas envie de lire. Mais bon, le Japon est là, avec 17 à 25, par exemple.
Bon, ce n'est pas hyper intéressant sur le papier, ça risque de pas financer qui plus est, donc on va pas passer trop de temps dessus, mais sachez-le, Burned est actuellement sur Kickstarter avec 86 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On passe à un autre jeu qui lui a encore un petit peu de chance de réussir son financement malgré un départ très léger, assez similaire en termes purement statistiques à celui de Burned, puisqu'on est à 86 contributeurs sur Burned et 87 sur Champions of the 100 Holes, un jeu de coop, de cartes essentiellement, de gestion de main, un petit peu mieux présenté hein, en termes de campagne, d'aspect visuel également, puisque Champions of the 100 Holes semble au moins avoir l'intention d'aller chercher les joueurs avec un aspect visuel plutôt soigné, il faut quand même l'avouer. Au-delà de ça, c'est un jeu qui va être pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo comme en coopératif à plusieurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties qui vont aller de, on va dire 50 à 90 minutes, je dirais, 1 heure, 1 heure et demie, hein, pour arrondir un peu les angles. Et au-delà de ça, on vous dit d'entrée de jeu hein, que c'est pour les fans éventuellement de Magic, mais également de Slay the Spire, donc le jeu vidéo qui avait ensuite été adapté en jeu de plateau. L'année dernière, on en avait parlé sur le menu crowdfunding, ou encore de Cthulhu Wars, de Cosmic Encounter, etc. Mais vous préférez les jeux coopératifs plutôt que les jeux où on se fout sur la tronche les uns les autres, et ben éventuellement Champions of the 100 Holes pourrait être pour vous, avec des combos dans tous les sens, des synergies à aller imaginer entre les différents joueurs, les différents pouvoirs qu'ils peuvent appliquer avec les cartes qu'ils ont en leurs mains. Bref, en gros, un jeu de gestion de main, mais coopératif, c'est l'expérience que vous propose Champions of the 100 Holes, avec 9 différents personnages à jouer, qui sont tous asymétriques, donc qui ont leur propre spécificité bien sûr, une installation et une séance de teach, on va dire, donc d'apprentissage des règles extrêmement rapide, qui prend 5 minutes, donc vraiment un jeu très accessible, avec 6 types de scénarios différents également, plus de 1000 combinaisons à aller imaginer, différents niveaux de difficulté également, et 5 royaumes, on va dire, 5 univers à travers lesquels évoluer avec les différents scénarios. Je ne sais pas si ça se combine également pour encore plus de variabilité, mais à voir. Voilà, donc je ne vais pas aller tellement plus loin, vous voyez que bon, les cartes certes ont quand même un aspect assez amateur visuellement parlant. C'est pas vilain, j'ai envie de dire que visiblement les illustrations, si elles ne sont pas faites par une IA, ce qui n'est pas impossible pour les petits jeux comme ça, un peu indé on va dire, si c'est pas fait par une IA, c'est quand même plutôt joli. Même si c'est fait par une IA, c'est plutôt joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça a un côté quand même assez amateur dans l'approche visuelle. Et il y a quand même aussi pas mal de texte, donc si vous n'êtes pas anglophone, vu qu'il n'y a pas de VF pour le coup, vous pouvez aussi rester un petit peu éloigné du projet, parce que ça ne devrait pas vous convenir. Quoi qu'il en soit, vous avez un petit peu de le how to play également, mais comme on reste sur les petits projets de la semaine, on va aller assez rapidement là-dessus. Sachez donc qu'il y a plusieurs scénarios à aller imaginer dans différents univers, et en fonction des personnages que vous avez un petit peu d'asymétrie également, et plein de combos à aller imaginer pour vaincre les adversaires de votre équipe. Ensuite, allons choisir peut-être les différents niveaux de pledge. Hop, on va aller directement comme ça. Rewards, donc $40 pour le Standard Game, donc le jeu de base, avec ses 13 decks, donc 416 cartes, 6 dés également. Ensuite, on a aussi une version deluxifiée qui vient ajouter des decks supplémentaires, parce qu'on n'aura pas 13, mais 20 désormais. Pour le reste, ma foi, on y dit Deluxe, mais en réalité, c'est même pas Deluxe, c'est juste qu'il y a plus de decks de cartes, en gros. Donc, plus grande profondeur de jeu, plus de rejouabilité, potentiellement, également. Ensuite, à $60, vous avez la version Deluxe plus également des e-books. Donc peut-être qu'il y a aussi tout un univers apparemment derrière ce jeu. Je vois ici Thomas K. Carpenter. Est-ce que c'est un auteur? Est-ce que c'est l'auteur du jeu qui est également auteur de romans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une œuvre de fiction pour aller avec. Sachant qu'il y a 33 bouquins derrière, 33 e-books. Donc à mon avis, c'est l'œuvre d'un auteur établi, j'imagine peut-être même connu, mais dont j'ignorais l'existence, mais apparemment peut-être qu'il y a une licence qui va avec. Allez savoir. Bref, il y a pas mal de niveaux de pledge à aller explorer, éventuellement même un pledge à $2500. Bon, ça c'est quand même très cher, le mécénat. Voilà, Thomas K. Carpenter, The 100 Holes. Ouais, j'imagine qu'il y a une licence littéraire derrière. Allez savoir. Voilà, ensuite on va passer peut-être au shipping rapidement. Voilà le shipping pour le Canada, 30 à $70, mais bon, c'est en termes de nombre de copies, mais quand même pour une copie du jeu, $30, alors que le jeu lui-même en version de base coûte 40. Là encore une fois, en termes d'approche, c'est quand même assez particulier comme choix. Alors bien sûr, il y a peut-être encore des négociations possibles, etc., mais c'est quand même très cher pour un jeu qui lui est relativement abordable à la base.
Pour l'Europe, pareil, 30, 50, 75. La Suisse, c'est encore plus, bien sûr, ça peut aller jusqu'à 100 pour 6 copies du jeu. Et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, c'est 30 $, donc même chose que pour vous, amis canadiens et européens. Voilà donc pour Champions of the 100 Holes, un jeu qui pour l'instant n'est pas encore financé, ça sent un peu le roussi pour eux, malgré une DA pas vilaine, mais c'est vrai que les frais de port sont assez pétés, la direction artistique soignée mais un peu amateur quand même. Bon, au-delà de ça, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être fondamentalement un mauvais jeu, ça a l'air d'être même plutôt intéressant pour qui aime les jeux coopératifs et les jeux de gestion de main. Et ma foi, c'était le dernier projet des mentions honorables de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux, donc les projets un peu médians, on va dire. Le premier projet des plats principaux de la semaine me fait un petit peu mal au cœur parce que j'aurais aimé qu'il fasse beaucoup mieux que ça. Il s'agit de Ethereum ou Ethereum si on est censé le prononcer en français, je ne sais pas. C'est le projet de Crapaud Céleste, des éditions du Crapaud Céleste que vous connaissez peut-être pour leur précédent projet, alors qu'il n'est pas Ethereum, c'est leur premier projet sur Kickstarter certes, qui a connu une première campagne il y a de ça 2 semaines, qui avait été assez rapidement annulé, c'est leur deuxième tentative, mais leur premier jeu qui avait lui aussi été financé, cette fois-ci sur Ulule, c'était Totemix, qui avait fait plutôt un beau succès d'ailleurs du côté de chez Ulule, et donc on attendait avec impatience de voir la nouvelle proposition des éditions du Crapaud Céleste, et malheureusement Ethereum pour l'instant, seconde tentative comme la première, ne semble pas être en mesure d'aller chercher son objectif de financement, qui cette fois est fixé à 25 000 €, on est approximativement à 12 000 désormais, avec 160 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne assez courte, et en même temps, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu aussi erreur stratégique de relancer le jeu très très rapidement après une annulation, qui est quand même un aveu d'échec en soi, hein, l'annulation en cours de campagne, et le relancer comme ça seulement 2-3 semaines après, c'est quand même très très rapide, on n'a pas eu le temps de modifier grand chose, soyons honnêtes quand même. Généralement, j'ai envie de dire que quand une campagne ne fonctionne pas, est annulée, puis relancée plusieurs mois plus tard pour espérer financer, après avoir retouché un petit peu la proposition, peut-être retoucher un peu le gameplay parfois aussi, mais plutôt la proposition en termes de campagne, il y a généralement quand même plusieurs mois entre les deux campagnes. Là, ça a été extrêmement rapide. Peut-être qu'ils en pâtissent un petit peu aussi. Et pourtant, sur le papier, Ethereum, c'est pas vilain. On est sur un jeu avec un plateau 3D composé de différentes boîtes, avec pas mal de modularité, puisque à chaque partie, vous pourrez remélanger un petit peu le plateau, les boîtes qui composent le plateau, en fonction de votre bon vouloir, on va dire. Et en plus de ça, il y a de la symétrie, avec en plus de ça une DA plutôt jolie, avec une sorte de partie de votre boîte, en fait, le couvercle de votre boîte, qui sert aussi de protection pour que les autres joueurs autour de la table ne soient pas en mesure de voir ce que vous êtes en train de jouer. Donc le matériel qui est utilisé à bon escient, on va dire, j'aime bien les jeux qui utilisent la boîte de jeu comme un élément constitutif du jeu, c'est plutôt sympatoche. Et donc, plutôt beau matériel, en tout cas pour ce qui est donné à en voir. Proposition relativement abordable, on est sur un jeu pour 13 ans et plus, pour des 2 à 4 joueurs, et pour des parties relativement courtes, ce qui en fait quand même un jeu relativement facile à sortir, hein, pour des parties d'environ 1 heure, avec un bel univers derrière, même si thématiquement vous allez voir que bon, la thématique on s'en fout un petit peu, ça reste relativement mécanique et abstrait, mais joliment illustré, donc c'est quand même assez agréable. Vous avez ici la page du projet qui est directement en français, sur le site, j'imagine, du Crapaud Céleste. Donc pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations directement en français sans avoir passé par Kickstarter, avant peut-être ensuite de backer, vous pouvez le faire en cliquant tout simplement ici. Ensuite, regardons un petit peu plus la campagne en elle-même, donc le plateau que vous allez installer en début de partie qui est hautement modulable, hein, vous allez assembler ça comme vous voulez à chaque partie. Et puis à partir de là, il y a une sorte de jeu de contrôle de territoire, on pourrait presque dire, avec votre faction, donc une couleur par faction, avec des éléments d'asymétrie également. Vous allez chercher à acquérir un maximum d'Ethereum, donc ce qui se trouve en plein milieu ici de ce champ gravitationnel, on va dire, sur cette planète, la ressource en fait la plus intéressante du jeu. Et pour ce faire, eh bien, vous allez vous déplacer progressivement, choper des ressources en fonction de l'habitat sur lequel vous êtes actuellement. Il y a aussi pas mal d'actions à aller enclencher en fonction de ce qui vous est possible via votre
votre faction à vous. Donc le côté un petit peu asymétrique est assez intéressant là aussi. Il y a un ordre d'action aussi à aller choisir, si j'ai bien compris, en fonction du disque que vous allez décider de jouer, avec une question de timing, puisque on l'a vu un peu plus haut. Alors vous voyez qu'il y a de 1, 2, 3, 4, avec différentes actions au sein de la boîte que vous pourrez chercher à accomplir. Donc assez intéressant sur le papier. J'ai pas été tellement plus loin que ça dans les règles, parce que je sens que c'est pas un jeu pour moi de base. Quand même assez abstrait, malgré ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc à savoir la direction artistique plutôt soignée qui me semble plutôt vraiment réussie, les compétences asymétriques, c'est généralement quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait dire que c'est pas un jeu pour moi, qui sortirait certainement pas beaucoup chez moi, donc c'est peut-être pas le cœur de cible du jeu, et en plus de ça, ce qui me permet aussi de vous dire que j'ai pas tellement passé de temps sur l'étude des règles, etc. pour vous présenter plus en détail, c'est que Nyx l'a fait bien mieux que je ne pourrais vous le faire, parce qu'il a consacré une vidéo sur le jeu, et uniquement sur le jeu, et c'est d'ailleurs pas le seul, c'est juste que Nyx, c'est notre pote, hein, notre ami, à Xavier et à moi, notre mentor, on va dire même également. Et donc, une vidéo de Nyx, c'est toujours un grand plaisir. Mais il y a d'autres vidéastes français qui en ont fait aussi des vidéos sur le sujet. Donc, vous avez suffisamment de matière sans avoir à passer par le menu crowdfunding pour en apprendre suffisamment sur Ethereum. Quoi qu'il en soit, les niveaux de pledge, 45 € pour le pledge de base, avec les 4 factions que vous voyez ici. Ensuite, boîte de base plus extension pour ajouter 2 nouvelles factions que vous voyez ici. Donc ça ferait aussi un petit peu le prix de 14 € supplémentaires. Ensuite, vous avez un all-in à 89 € qui va rajouter par-dessus de nouveaux terrains, j'ai l'impression. Un tapis de dés, et puis quelques ajouts supplémentaires également, qui vont peut-être rajouter un petit peu de profondeur au gameplay, j'ai l'impression. On a le Season Objectives, donc des objectifs particuliers qui sont apparemment propres à KS, donc une sorte de mini-extension. Et puis le Solo Mode, ah ça c'est un petit peu dommage, l'automa, c'est peut-être ça d'ailleurs, qui du coup est peut-être limité à KS. Ah non, c'est pas limité à KS, par contre, c'est pas disponible dans le jeu de base. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas inclure le solo dedans. Ensuite, les stretch goals, si on réussit à financer. Donc ça, c'est un grand si. Je parlais tout à l'heure du timing des actions, hein, le 1, 2, 3, 4, vous allez choisir les actions que vous allez accomplir et dans quel ordre vous allez les accomplir. Ensuite, déplacement sur le terrain, obtention des ressources sur le terrain sur lequel vous êtes situé actuellement, et réussir à obtenir un maximum des terres en virant parfois l'adversaire du terrain sur lequel il se trouve pour mieux prendre sa place, etc. etc. Je me pose un tout petit peu la question par contre au niveau du matériel des boîtes qui composent le terrain. Parce que c'est du carton, comme j'ai en ai l'impression, ça peut assez rapidement s'écorner, avoir des petites griffures, etc. Là, on voit les coins de la boîte sont... Enfin, je sais pas si c'est... Parce que c'est un proto, je sais pas si c'est juste une détail d'impression, peut-être, mais peut-être que ça s'abîme assez rapidement potentiellement. Vous pouvez télécharger les règles en français ici, et donc je vous le disais, il y a plusieurs vidéos en VF, on a donc une vidéo de Nyx, on a une vidéo de LizFi également, on a une vidéo de Tu joues ou quoi, et aussi le Renard Ludique, qui en ont tous parlé sur leurs chaînes respectives. Et apparemment, le jeu a plutôt connu une belle réception de la part des reviewers. On voit ici un coup de cœur, Nyx en a dit plutôt du bien également. Pour les autres, j'avoue ne pas les avoir regardés, donc je ne saurais pas vous en parler. Pour le shipping, pour la France et la Belgique, c'est 8 €. Pour ensuite nos amis suisses, c'est 15 €. Pour ceux qui sont au Canada, 32 $, par contre, ça fait mal. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est 38 $, ça fait mal aussi. Mais bon, pas de TVA, mais quand même, ça fait mal. Et ma foi, c'est à peu près tout. Sachez que d'ailleurs également, vous pouvez recevoir votre pledge gratos en allant le chercher directement en boutique dans certains cas. Donc en France, ce serait à Montpellier, et au Québec, ce serait via le Randolph. Donc il y a moyen quand même de passer outre les 32 $ de frais de port au Canada si vous passez par le Randolph. Voilà donc pour Ethereum, qui pour l'instant, vous le voyez, hein, pour sa deuxième tentative, ne fait pas tellement mieux que la première, avec 160 contributeurs. J'espère qu'on assistera à une fin plus glorieuse que ce que ne laisse entrevoir cette première semaine de seconde campagne pour Ethereum. Potentiellement, la belle surprise de la semaine, c'est Sea Dragons. Alors, surprise, oui et non. Surprise, oui, parce que d'abord, ça nous vient du Mexique. Premier projet de Draco Stable, Draco Studios et Detestable Games, qui apparemment ont joint leurs forces pour créer Draco Stable. Et donc, c'est en cela que c'est surprenant. Donc, un éditeur mexicain qui fait plutôt un beau résultat, c'est quand même assez surprenant. Vous allez voir que les critiques sont plutôt dithyrambiques sur les vidéos qui ont pu être mises en ligne à propos du jeu.
mais moins surprenant parce qu'en réalité, on voit quand même qu'il y a un nom particulièrement, je ne connais pas les autres, mais un nom qui va tout de suite attirer un petit peu le regard, c'est que derrière Sea Dragons, il y a entre autres Simone Luciani, qui est quand même un des auteurs les plus prolifiques et les plus populaires de ces 10 dernières années, on va dire, et qui nous propose cette fois-ci un jeu familial, on va dire. Oui, c'est clairement familial. D'ailleurs, c'est marqué ici, 8 ans et plus. J'ai la familiale, c'est peut-être un petit peu léger par rapport à ce qu'il me semble proposer. Non, en fait, c'est assez familial, mais avec des décisions, des vrais choix stratégiques. Donc, familial, mais pas dénué de profondeur de gameplay. Quoi qu'il en soit, c'est du familial. Pour du Simone Luciani, j'ai l'impression que c'est relativement rare, et c'est plutôt un créateur qui pond des jeux relativement experts, au moins initié plus, plutôt expert parfois. Là, pour le coup, il nous a ramené un jeu plutôt orienté familial, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties relativement courtes, qui plus est, de 40 minutes. Alors par contre, il y a aussi un petit truc que j'aimerais bien souligner, un autre côté un petit peu, comment dirais-je, dichotomique, hein, pour aller chercher des mots un petit peu datés, c'est que Sea Dragons, au-delà de cet aspect paradoxal de nouvel éditeur mexicain, mais avec un gros auteur italien de renom. Deuxième petit truc un petit peu paradoxal, c'est qu'on a une très belle couve, j'aime beaucoup le style graphique de l'illustration de la boîte, et en revanche, je suis pas du tout fan du plateau central. Alors certes, on vous propose d'évoluer dans un monde maritime, donc voilà, le plateau c'est la mer, donc évidemment il n'y a pas beaucoup d'illustrations possibles, mais bon, je sais pas, j'aime pas trop les couleurs, les composants me font pas rêver, les cartes me font pas rêver non plus, donc bon, j'aime bien l'illustration de base, mais bon, les composants, pas fan. Au-delà de ça, donc Sea Dragons, vous allez incarner des familles de dragons de mer. Les mers sont de plus en plus peuplées de pirates et autres margoulins en tout genre, et vous allez devoir protéger les eaux qui sont votre habitat, en fait, hein, tout simplement, contre ces fameux pirates en les boutant hors de chez vous. Au-delà de ça, vous le voyez, un Sea Dragon, c'est un jeu qui est extrêmement abordable financièrement parlant également, puisqu'on est sur un jeu à 38$, donc c'est quand même plutôt abordable, on va quand même pas se ruiner sur celui-ci, qui a déjà obtenu le Seal of Approval de Dice Tower, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Dice Tower c'est quand même la chaîne la plus influente sur YouTube dans le monde du jeu de société. Vous allez voir également, j'aurais dû le préciser, mais de toute façon il y aura le petit drapeau, qu'on aura une VF grâce à Gigamic, on verra ça en bas de page, mais je crois que c'est Gigamic, qui s'occupera de la VF, donc sachez-le, vous n'avez pas forcément besoin de passer via Kickstarter, parce que de toute façon vous le retrouverez certainement en boutique d'ici, je sais pas, 1 an environ, si tout se passe bien. Voilà, premier commentaire, on va dire, dithyrambique, mais en même temps, il n'y en a jamais d'autres, parce que Rado, c'est quand même le mec qui tresse les louanges de tous les jeux qu'il teste, et en même temps, c'est son droit, parce qu'il teste essentiellement, ou il ne fait des reviews en tout cas que de jeux qu'il a appréciés. Donc c'est un choix, c'est un choix qui peut se justifier, mais qui, c'est vrai, fait qu'on accorde de moins en moins de, comment dirais-je, de crédit à ses paroles, parce que c'est toujours génial. Donc, bon. Mais en tout cas, lui, il annonce directement potentiellement un Spiel des Jahres pour Sea Dragons. Donc ça se place bien. Alors certes, on est sur un jeu assez, chez l'éditeur, un familial, abordable, accessible, donc c'est vrai que c'est plus facile d'obtenir le Spiel des Jahres avec ce genre de jeu-là, mais quand même, annoncer un Spiel des Jahres pour un projet qui nous dit certes de Luciani, mais d'un petit éditeur mexicain, avec quand même une campagne qui se porte bien, certes, avec 650 contributeurs, mais c'est pas non plus la panacée, c'est un peu osé. Mais bon, on verra. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le français sera disponible durant la campagne, mais également en boutique par la suite. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'attendre la sortie en boutique, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'exclus Kickstarter dans cette campagne. D'autres commentaires dithyrambiques ici, on verra par la suite, il y en a quand même pas mal. Dans la boîte, il y a 4 plateaux qui vont composer le plateau central, donc 4 plateaux double face, hein, pour aller ajouter un petit peu de modularité aux océans qui seront donc le plateau central. Ensuite, un max de tokens dans tous les sens, des têtes de dragon, il y en aura 54, donc de 5 couleurs, une couleur par joueur, et puis 190 comment dire, parties du corps du dragon. Et puis ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est donc les cartes de placement de dragon. Vous avez une sorte de mécanisme de polyomino, sauf qu'il n'y a pas de polyomino physiquement dans le jeu. Ce seront en fait les têtes et les corps de dragon qui viendront composer des figures en fait. Vous allez choisir une carte et poser le dragon, mais ça on le verra un peu plus bas dans les mécanismes. Des tokens de pirates également, et puis un petit bloc-notes pour les scores. Même donc Dice Tower qui lui a donné un Seal of Approval
nous dit que ce jeu est vraiment très très sympatoche. Alors, le How to Play, il y a des vidéos éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser, mais au-delà de ça, petit résumé des règles. Ici, Play a Pattern Card, donc ça fait partie des cartes que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc ici, voilà. Vous en jouez une avec la figure qui est dessus que vous allez appliquer pour poser une tête et puis des éléments du corps du dragon en fonction de la carte que vous avez jouée. Et à partir de là, vous allez potentiellement compléter des missions, par exemple récupérer tel ou tel token de pirate que vous aurez donc bouffé en mettant votre dragon sur les navires en question. Et puis ensuite, vous allez tirer une nouvelle carte de pattern d'une couleur différente de celle que vous avez jouée en gros. Et à partir de là, c'est celui qui a complété le plus de missions, qui rapporte le plus de points, etc., qui va l'emporter. Assez simple, au demeurant, vous voyez que les règles potentiellement, certainement quelques petites particularités, quelques petites... comment dirais-je, j'ai perdu encore un mot au français, mon syndrome de Jean-Claude Van Damme qui me frappe à nouveau, comme c'est le cas quotidiennement, pour être tout à fait honnête, mais des petites subtilités, voilà, j'imagine, qui peuvent aller enrichir encore un peu le jeu, mais en théorie, c'est un jeu qui peut potentiellement s'expliquer en 5-10 minutes maximum, à mon avis. Ce qui en fait un jeu familial aussi, c'est relativement logique. Mais bref, un jeu assez accessible, assez facile à prendre en main, mais qui apparemment vous propose pas mal de réflexions, de choix stratégiques assez intéressants, malgré l'apparente facilité de prise en main du jeu. Ensuite, confirmation, c'est bien Gigamic pour la VF, donc je pense que assez rapidement vous pourrez le voir fleurir en boutique, mais pour ceux qui voudraient vraiment l'avoir avant tout le monde via le Kickstarter, c'est possible. Vous le voyez ici, en revanche, comme tout à l'heure, en fait, on a du Canada, mais on n'a pas d'Union Européenne. Par contre, vous avez le Royaume-Uni, donc comme tout à l'heure, vous avez la possibilité éventuellement d'aller chercher votre pledge en Angleterre, ou de vous le faire livrer depuis l'Angleterre, ou depuis le Canada, ou depuis tout autre pays qui font partie de la liste ici, mais en tout cas, il n'y a pas de France, il n'y a pas de Belgique, il n'y a pas de Suisse dans la liste malheureusement. Il n'y a pas de Japon non plus d'ailleurs, mais nous aussi on aura une version japonaise grâce à Kenbill. Donc voilà, sachez-le, pas de livraison pour la France ou pour l'Union Européenne de manière générale durant le Kickstarter, en tout cas pas pour l'instant, ce sera peut-être mis à jour durant la campagne, je ne sais pas, mais vous aurez de toute façon une VF à terme grâce à Gigamic. Et juste par curiosité, le jeu devrait être livré quand ? C'est prévu pour août 2024, donc très très rapide. Je pense que juste après la campagne, du coup, le jeu va être lancé à l'imprimerie. Donc pour pouvoir permettre une livraison en 6 mois, ouais c'est ça, ouais. En gros, on part directement en impression et après shipping dans la foulée. Je ne vois que ça. Donc même si vous ne baquez pas la campagne, via Gigamic, théoriquement vous devriez pouvoir l'avoir d'ici la fin de l'année 2024, j'imagine. Donc voilà, à suivre malgré tout, même si pour l'instant il n'y a pas de livraison pour l'Europe. Voilà donc pour Sea Dragons, 650 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne. Autre jeu pour lequel je vais être vraiment à la ramasse, c'est Pulp Invasion, 4e épisode. Et pourtant, c'est le 4e épisode, mais je suis toujours autant à la masse pour Pulp Invasion. C'est une honte sans nom. Vous pouvez me jeter des tomates pourries via les commentaires, avec une petite icône de tomate, ça me fera très plaisir. Et c'est une honte parce que c'est le 4e épisode, et en plus de ça, comment dirais-je, c'était qui ? Albanvia, voilà. Albanvia, c'est un éditeur français qui plus est, même si vous voyez que son studio apparemment est localisé en Finlande. Mais donc c'est un habitué du menu crowdfunding. On a quand même parlé pas mal de campagnes de Albanvia dans le menu crowdfunding ces dernières années. On avait parlé de Clinique, on avait parlé de Small City en Deluxe Edition, on avait parlé de sa série des Nano Games. Et puis des Pulp Invasion également, puisqu'on avait vu ici le Pulp Invasion, je crois que c'était le 2 et le 3, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas la première fois qu'on parle du jeu, et pourtant, à chaque fois, j'oublie totalement de quoi il s'agit. L'avantage, bon, c'est que c'est une extension très légère, qui sera disponible en VF, je le dis avant toute chose, qui va vous ajouter ici apparemment 4 cartes, 12 cubes en argenté on va dire, et puis un livret de règles. Donc c'est quand même très 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 léger en termes d'addition de matériel, mais c'est aussi et surtout l'occasion de faire main basse sur la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent pour Pulp Invasion. Je pense que c'est essentiellement ce vers quoi on s'oriente en termes de stratégie, d'approche stratégique de ce Kickstarter pour Albanvia et son studio.
Ça vient apparemment ajouter une map, une carte galactique que l'on entrevoit ici, je pense. Mais alors, encore une fois, hein, vraiment Pulp Invasion, je suis tellement pas connaisseur en la matière. C'est un jeu qui m'a jamais attiré parce que, au-delà de la thématique, je sais que l'espace, c'est pas du tout mon truc, si vous suivez la chaîne. Au-delà de ça, le style artistique Pulp m'a jamais parlé. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais l'aspect justement artistique de ce truc Pulp, ce mouvement Pulp, qui était quoi, des années 60-70, si mes souvenirs sont bons, ça m'a jamais touché, ça m'a plutôt toujours un peu repoussé, donc vraiment je me suis jamais vraiment intéressé au sujet de Pulp Invasion. Je l'aurais fait généralement, je l'ai déjà fait pour les épisodes précédents, où j'en ai parlé un peu plus en détail, mais là pour le coup, j'ai pas le temps, il est déjà 10h samedi soir, après il y a le montage à faire, j'utilise les excuses que je peux, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas pris le temps de me pencher sur le jeu à nouveau, donc éventuellement, il y a certainement des vidéos en VF concernant le jeu, et au pire, le précédent Mooncrafting qui traitait de Pulp Invasion, j'en avais parlé un peu plus en détail, parce que je l'avais étudié un petit peu à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est très abordable. Si vous voulez uniquement donc Pulp Invasion, le 4e épisode, c'est 10$, donc c'est quand même très abordable. En même temps, le contenu est très léger. Et sinon, vous avez aussi le Survey Shuttle, donc une sorte de bundle avec ce qui est sorti précédemment, plus l'extension à 55$. Et voir le all-in, donc c'est vraiment la totalité de ce qui est sorti, donc plus la boîte de base, les extensions préalables et la nouvelle extension. Plus une sorte de couverture qui doit venir permettre d'intégrer la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent en une seule et même boîte. Le tout pour 72$. Et les frais de port... les frais de port, attendez, voilà, c'est ici que ça se passe. Ça dépend bien sûr du niveau de pledge, mais ça peut aller de 3 à 7$ pour la France, par exemple, ce qui est quand même très abordable. Pour le Canada, 3 à 7$ également. Pour le reste de l'Europe aussi, j'ai l'impression. Et pour nous qui sommes au Japon, par exemple, où sommes-nous, j'ai envie de dire. On est ici, donc une étoile. Asia, voilà, Asia 3 à 7$ également. Ok, bon, c'est la même chose. Donc très abordable en termes de frais de port. Reste à voir si c'est une thématique qui vous parle, si c'est un jeu qui éventuellement vous a déjà attiré par le passé. Il y a quand même 502 contributeurs sur le projet. Donc c'est un jeu qui a su trouver son public et qui régulièrement, avec les nouveaux épisodes, ramène encore des contributeurs fidèles et nouveaux. Donc j'imagine que c'est plutôt une réussite, même si, encore une fois, moi, personnellement, subjectivement parlant, c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure. Voilà donc pour Pulp Invasion 4e épisode, 502 contributeurs, 10 000€ d'engrangés d'ores et déjà, et 12 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Dyson Crusoe, et non, je ne vais pas parler d'une campagne de financement pour un aspirateur, même si le titre est bien Dyson Crusoe, mais il s'agit juste d'un jeu de mots assez déplorable, hein. On est sur du niveau Xavier, voilà, petite balle perdue. Voilà, pour mon petit Xavier, parce que je sais qu'il ne regarde pas son compère faire des menus crowdfunding, donc je suis très déçu. Et puis s'il le fait, bah voilà, gros bisous, hein, Xavier, malgré la balle perdue. Dyson Crusoe, nouveau projet de Gabe Barrett, qui propose pas mal de projets sur GameFound récemment. Le plus gros ces derniers temps, c'était celui qui, j'allais dire, parodiait, pastichait, reprenait un petit peu le concept de Pokémon, mais avec des robots. Je sais pas si je vais vous retrouver ça. D'autant plus que là, tout à coup, j'ai un internet qui lag. Tiens, allez savoir. Je crois que ça s'appelait Robomon. Donc vraiment copie jusqu'au bout des noms, là, parce que un Pokémon, Robomon, je crois que c'était ça le titre. Bref, on s'en fout. Gabe Barrett, il a décidé aussi maintenant de se lancer sur des projets de petits jeux solo qu'il a dénichés un petit peu de par le monde, en les proposant en version anglophone. Et là, apparemment, si mes souvenirs sont bons, Dyson Crusoe, à l'origine, c'est un jeu coréen, jouable en solo et exclusivement en solo, et vous le voyez maintenant il a lancé cette série Solo Game of the Month, donc il va certainement nous proposer de manière mensuelle des petits jeux solo qu'il a su dénicher à travers ses voyages. Voilà, j'ai retrouvé enfin une connexion, et donc Dyson Crusoe fait suite à la seconde édition de Kobayashi Tower, donc Hunted, mais également donc Robomon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait fait un beau résultat avec 311 000$ à l'époque. Il me semble qu'il y avait peut-être une VF, je ne sais plus, je l'avais présenté dans le menu crowdfunding mais j'ai oublié entre temps. Et donc apparemment il va nous lancer maintenant un solo game of the month tous les mois sur GameFound, j'ai l'impression. Et donc ce mois-ci c'est donc Dyson Crusoe. C'est bien sûr Robinson Crusoe perdu sur son île, sauf que c'est un jeu de placement de dés, donc die comme dés. Donc Dyson Crusoe pour remplacer Robinson Crusoe. Parce que oui, ça se dit Crusoe et non pas Crusoe comme en français. 776 backers d'ores et déjà, c'est plutôt un
bon début de campagne pour un jeu solo sur GameFound d'un éditeur pas si connu que ça malgré le succès de Roboman. Il reste 12 jours avant la fin de la campagne, c'est pour des parties de 30 minutes et donc c'est exclusivement en solo, même si rien ne vous empêche théoriquement d'y jouer à 2 ou à 3 en coop on va dire, mais c'est pas prévu pour ça quoi. On est donc sur un jeu de survie bien sûr, hein, c'est quand même Robinson Crusoe, d'exploration, hein, bien sûr c'est quand même Robinson Crusoe, et au-delà de ça en termes de mécanisme, c'est du placement d'ouvriers, de placement de dés en fait, pour être plus précis. Donc un jeu pour Xavier. Ça fait 2 fois que je mentionne Xavier dans cette seule intervention concernant Dyson Crusoe, parce que clairement, qui dit jeu solo avec des dés, même si les dés détestent Xavier, lui les aime en revanche, c'est son côté un petit peu masochiste, donc c'est clairement un jeu qui va l'attirer je pense, parce que mécanisme simple, facile à sortir, avec des parties assez courtes, une DA pas vilaine, et un matériel assez intéressant, puisque vous voyez les plateaux, c'est pas des plateaux, en fait c'est du tissu, donc ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, c'est assez atypique, ça a le mérite d'être original, je suis pas sûr que je sois hyper convaincu par l'aspect jouer sur un jeu de société mais sans plateau, plateau remplacé par du tissu, qui ressemble quand même de manière flagrante à ce que l'on utilise pour essuyer ses lunettes. Donc je suis un petit peu circonspect, mais ma foi, pourquoi pas. En même temps, c'est assez dans le thème, hein, on est des Robinson, donc on n'a pas forcément du matos sous la main, donc on conçoit des jeux avec également ce qu'on a sous la main, à savoir le revers d'un mouchoir. Quoi qu'il en soit, vous voyez, ça prend quand même plutôt pas mal visuellement, parce que les illustrations sont plutôt sympatoches, les couleurs sont plutôt chiadées également, donc ça fait partie de ces petits jeux que j'aimerais bien tester. Alors, apparemment, attention, on nous dit que le temps peut être un petit peu variable, ça peut aller de 30, certes, à 60 minutes. Tout à l'heure, on parlait de 30 minutes ici. Ça peut potentiellement être un tout petit peu plus long que ça, donc attention aussi à cela. Mais en tout cas, je le disais, hein, donc visuellement, je trouve ça plutôt charmant, ça a vraiment un petit charme qui ne me déplaît pas. Donc voilà, à tester. Éventuellement, si Xavier met la main dessus, met le grappin dessus, je le testerai avec plaisir, parce que ça a l'air d'être relativement simple, accessible, sans être dénué de défis, bien évidemment. Pour le reste, un gameplay, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez donc jeter des brassées de dés et ensuite, en fonction de la valeur, les placer sur ce qui vous semble le plus, le plus efficace pour poursuivre votre cheminement sur l'île de Robinson, explorer tout en survivant, en trouvant des vivres, etc. etc. Voilà, on va passer assez rapidement maintenant sur les niveaux de pledge. Vous le voyez ici, Dyson Crusoe est à 24 $, donc c'est relativement abordable, et on a aussi une version print and play, pour ceux que ça pourrait intéresser, à 5 $. Et oui, c'est ça le prix d'un print and play, et non pas 20 $ comme vous voyez tout à l'heure sur un autre projet qui ne se sentait plus. Ensuite pour le shipping, pour l'Asie c'est 5 $, donc très abordable, et puis pour le reste, donc Canada ainsi que Union Européenne, c'est 6 $, donc ça reste très abordable également en termes de frais de port. Par contre, est-ce que ça veut dire que la Suisse par exemple n'a pas accès à cette campagne? Je ne sais pas, parce que est-ce que c'est EU, Union Européenne, ou est-ce que c'est juste Europe, auquel cas il y a un petit mélange au niveau des drapeaux, mais quoi qu'il en soit, peut-être que pour la Suisse c'est râpé. Voilà donc c'est tout pour Dyson Crusoe, le nouveau projet de Gabe Barrett, qui apparemment se lance sur du solo mensuel sur GameFound, et pour l'instant Dyson Crusoe se porte plutôt bien avec 776 backers 12 jours avant la fin de la campagne. Pas de VF ceci dit. Dernier projet de cette deuxième partie de la vidéo, il s'agit de Aeon's End The Descent. On reste sur GameFound pour cette nouvelle campagne, et d'ailleurs je crois que c'est la première fois que Aeon's End fait une apparition sur GameFound, puisque jusqu'à présent Indie Boards and Cards faisait des campagnes pour l'univers de Aeon's End sur Kickstarter. Et donc ils ont fait le déménagement, tout comme Simon récemment. Hein. Simon a signé un gros contrat avec GameFound, ce qui est un sacré coup dur pour Kickstarter, parce qu'ils font quand même des très gros scores sur KS en général, Simon. Donc là c'est quand même GameFound qui petit à petit, oula j'ai fait bouger la caméra, petit à petit fait son bonhomme de chemin et évolue et attire de plus en plus de gros noms de l'industrie. Quoi qu'il en soit, Aeon's End The Descent, est-ce qu'il y a un lien quelconque avec la licence The Descent? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Et en même temps, je ne vais pas parler beaucoup de Aeon's End parce que, encore une fois, il s'agit d'une nouvelle déclinaison, / extension, etc. du célèbre jeu de deck building auquel je n'ai jamais joué. Donc, forcément, pour en parler de quelque chose qui provient à l'origine d'un jeu très connu, c'est un petit peu compliqué si je n'avais aucune connaissance de base du jeu d'origine.
Donc je vais rester très superficiel concernant Eon's End The Descent, mais sachez d'ores et déjà que le jeu est largement financé avec 1900 backers. En même temps, Eon's End c'est une licence qui maintenant est bien établie et qui est très populaire, donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas, même malgré le déménagement sur GameFound. Donc près de 2000 backers, 263 000 dollars d'engrangés, et il reste environ 2 semaines avant la fin de la campagne. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs en coopération, pour des parties de 60 minutes environ, et donc on est toujours sur un jeu de deck building, hein, ça reste fondamentalement du Eon's End, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc jeu coop, si ça n'a pas changé entre temps, je crois que c'est toujours le cas, hein, coop pour 1 à 4, en deck building avec différents boss, comme c'était le cas déjà sur le jeu de base à mon avis, cette fois-ci avec un module Friends and Foes qui, vous le voyez, a été conçu par David Turczi, monsieur mode solo entre autres, mais également monsieur Anachronie, un jeu préféré de Xavier et pas loin d'être le mien également. Un jour on fera un top, je sais pas, 50, 100 de nos jeux préférés, sachez qu'il figurera très bien dans mon classement, et certainement au sommet de celui de Xavier, donc spoiler alerte comme disent les youtubeurs. David Turczi, c'est quand même ça fait partie des auteurs qu'on apprécie tout particulièrement, surtout Xavier, parce que moi, c'est vrai qu'au-delà d'Anachronie, j'ai pas joué à grand chose de David Turczi en réalité. Il va falloir bientôt qu'on s'attaque à Trickerion. Il ne fait pas partie de l'équipe, mais je crois qu'il était sur le solo de Trickerion, je crois. Mais bon, quoi qu'il en soit, un grand nom du jeu de société qui vient vous proposer ce module Friends and Foes. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller très rapidement parce que The Descent, c'est encore une fois une nouvelle déclinaison, une nouvelle extension. Je sais pas si c'est compatible, mais je pense. Two New Small Expansions. Je pense que c'est compatible, mais je suis pas sûr du tout avec le jeu de base. Mais en gros, ça reste le même format, on va dire. Donc des personnages variés qui ont leur propre spécificité asymétrique, des boss qui ont eux aussi leur propre spécificité asymétrique, ce qui en fait un jeu assez riche, assez rejouable, assez variable, et qui s'accompagne en plus de 2 petites extensions en plus, The Caverns et The Abyss, pour aller enrichir encore plus le jeu. Ensuite, pour un petit aperçu visuel de ce que ça peut donner, vous avez un playmat en néoprène pour accompagner le jeu, avec beaucoup d'emplacements. Bon, pour le coup, en termes d'ergonomie, c'est plutôt sympa d'avoir un néoprène avec en plus tout écrit. Donc sur tel emplacement, c'est tel genre de carte qui va, etc. Donc c'est plutôt cool pour l'installation, etc. Bon, pourquoi pas. Par contre, ça vient bien sûr rajouter un petit peu de caillasse à dépenser, bien évidemment. Le petit What's Inside, rapidement, hein, on va voir ce qu'il y a dans la boîte du jeu. Les petits, ils appellent ça des mats, c'est pas des plateaux, mais bon, en bref, les personnages que vous allez pouvoir incarner, ainsi que les villains, donc les faux, les adversaires, on va dire les ennemis de vos personnages, leur plateau entre guillemets, donc les 6 mages que vous pourrez être amenés à contrôler avec leur propre spécificité asymétrique, les Nemesis, donc les fameux monstres que vous devrez terrasser, plus de 400 cartes, on reste quand même fondamentalement sur un jeu de deck building, donc on va enrichir potentiellement son deck de cartes de plus en plus puissantes, en cherchant à écumer celles que l'on avait en tout début de partie, qui elles sont forcément moins intéressantes. Bref, vous connaissez le deck building certainement mieux que moi, qui suis pas un grand fan du deck building. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis jamais vraiment beaucoup intéressé à Eon's End. Ensuite, les modules sont présentés rapidement également, qui viennent ajouter des mages, peut-être des Nemesis par-ci par-là. Ensuite, en niveau de pledge, on a le Fate's Edge à 69$ pour le jeu de base, plus les 2 extensions, on va dire, les 2 modules. Encore une fois, hein, je me demande, dites-moi en commentaire si vous avez fouillé la campagne plus que moi, s'il y a une compatibilité avec le jeu de base, ou est-ce que Eon's End The Descent c'est un nouvel épisode qui est fondamentalement, comment dirais-je, un stand-alone, donc un jeu qui tient sur ses propres jambes sans avoir forcément à posséder Eon's End premier du nom. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente. Ensuite, Just the New Stuff, éventuellement, donc ceux qui voudraient uniquement la nouveauté, 124$, plus cher que Fate's Edge, parce qu'il y a aussi le playmat d'ailleurs. Ensuite, on a d'autres pledges, hein, 140, 205, 270, 335, 400$, bref, ça peut monter jusqu'à 530$, mais il y a des questions de waves, donc des vagues de contenu. C'est si vous séparez, je pense, les envois des boîtes sur plusieurs échelons de temps, ça peut faire monter assez rapidement la facture, on va dire.
Voilà, d'ailleurs le contenu de chacune des vagues d'envoi est précisé ici, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser. D'ailleurs, il y a le Legacy. Est-ce qu'il y a le jeu de base également, juste par curiosité? Il y a War Eternal. Il y a le jeu de base ici également. Ouais, d'accord, d'accord. C'est pour ça que ça peut coûter aussi très très cher, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, en add-on, on peut aussi mettre la main sur le playmat ou sur les modules en question que j'ai mentionné tout à l'heure. On a aussi des sleeves, donc des protège-cartes à l'effigie du jeu qui plus est. Et pour ensuite les frais de port, où est-ce que je peux aller vous trouver ça? Shipping, voilà, on va aller directement sur le shipping. Pour Canada, ça peut aller de 30 à 125, ça dépend du niveau de pledge, hein, bien sûr, ça va changer du tout au tout. Belgique, Belgium, un nouveau pays que je ne connais pas, Belgium, et la France, 35 à 154 $. La Suisse, c'est 45 à 180. Et puis pour nous qui sommes au Japon, 35 à 135, mais je retiens surtout de cette campagne le très beau Belgium que l'on voit ici. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Aeon's End. Encore une fois, hein, je suis resté très en surface, hein, très superficiel dans cette présentation parce que je connais assez mal l'univers de Aeon's End et je ne sais même pas si The Descent est compatible ou non avec Aeon's End premier du nom ou si c'est vraiment un standalone à part entière. Et éventuellement, je sais que le jeu est très populaire, donc si vous faites partie des joueurs qui apprécient Aeon's End, dites-moi ce qui fait que ce jeu est particulièrement populaire, et dites-moi si quelqu'un n'appréciant pas outre mesure le deck building quand c'est la seule mécanique centrale du jeu, est-ce que ce type de joueur pourrait malgré tout apprécier un jeu comme Aeon's End? Parce que c'est un jeu qui m'attire pas outre mesure, mais j'aimerais bien me tromper et voir pourquoi ce jeu est aussi populaire. Voilà donc pour Aeon's End, The Descent, 1900 backers, 263 000 $ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne, et c'est donc le dernier projet des plats principaux de la semaine. Ah non, c'est l'avant-dernier, excusez-moi, je dis absolument n'importe quoi, donc on passe tout de suite au dernier plat principal de la semaine. Et donc oui, je disais n'importe quoi, il restait encore un plat principal de la semaine, et c'est un nouveau jeu, entre guillemets, de Wallace, de Martin Wallace, donc Monsieur Brass, un monsieur numéro 1 sur BGG, avec cette fois Steam Power. Il nous revient avec encore, je crois, c'est pas la première fois me semble-t-il, un jeu de train avec construction de réseaux ferroviaires, donc j'ai envie de dire relativement classique. Je sais pas quoi vous dire, parce que Martin Wallace, il pond beaucoup de jeux, et j'ai l'impression d'avoir vu Steam Power 3 fois déjà. Donc je me trompe vraisemblablement, hein, certainement, mais j'ai l'impression de l'avoir vu déjà plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, le jeu pour l'instant est financé, hein, avec 110 000 $ d'engrangés, et déjà 1000 backers, 17 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties relativement courtes et accessibles, 60 minutes la partie. Avec donc, au-delà de cet aspect purement construction de réseau ferroviaire, développement de votre compagnie de train, etc., on est sur un jeu de contrôle de territoire, de gestion de ressources, compétitif bien sûr, avec un système économique qui est un peu central au jeu, comme souvent c'est le cas des jeux de construction de voies ferroviaires, etc. Avec un mode solo, sera-t-il l'œuvre de David Turczi encore une fois? Je ne crois pas, parce que généralement je crois que Martin Wallace fait ses propres solos, mais à confirmer. Et donc quoi qu'il en soit, le New Train Game from Martin Wallace, donc a priori, je dois bel et bien me tromper en disant que je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être que je l'ai juste déjà vu dans les projets annoncés à venir sur Kickstarter. Mais en tout cas, Martin Wallace, donc, il nous pond un nouveau jeu de train, de développement de chemin de ferroviaire, etc. Qui est donc Steam Power, qui bénéficiera, vous l'aurez déjà vu ici, du petit drapeau français qui veut bien dire qu'on aura une VF pour Steam Power. Et ça fait plaisir pour tous les amateurs de cet auteur renommé. Ensuite, passons, quels sont les points forts, j'allais dire, en tout cas les points saillants de ce jeu selon l'auteur lui-même, en tout cas dans la campagne. On vous parle ici de Quick Setup, autrement dit d'installation extrêmement rapide. Ensuite, des règles simples, mais avec une vraie richesse et une vraie profondeur de gameplay. Autrement dit, ça fait partie théoriquement en tout cas de ces fameux jeux qui entrent dans la catégorie de... comment dirais-je, simple to learn, easy to learn, ouais, c'est easy to learn, hard to master, donc les jeux facile à prendre en main, facile à apprendre, mais avec une vraie belle richesse, une vraie belle profondeur de gameplay qui font qu'il est finalement difficile à maîtriser, même s'il est simple à prendre en main. Et on nous parle aussi de composants vraiment deluxe, on va dire. Hein. Or, un premier coup d'œil me fait dire que bon, les composants s'y sont pas vilains du tout,
ils sont pas non plus hyper deluxe. En tout cas, bon, ça présente bien, mais ça ne vend pas du rêve non plus, quoi, disons. Ça casse pas trois pattes à un ornithorynque du Congo. Voilà. On continue. Gameplay, bon, relativement classique encore une fois dans ce genre de jeu de construction de voies ferroviaires. On va construire avec des tuiles que vous voyez ici des voies ferroviaires, en fait, simplement connexion, comment dirais-je, connexion entre différentes zones. J'imagine qu'on peut faire des embranchements de voies, etc. Ensuite, on va aussi pouvoir construire des usines, on va également pouvoir compléter des contrats qui vont nous rapporter des points, bien sûr, et puis on va aussi pouvoir faire des emprunts à la banque pour pouvoir développer encore plus sa compagnie. Et puis bien sûr, choper ces fameuses tuiles de contrat pour ensuite pouvoir les remplir, c'est quand même un petit peu mieux, bien évidemment. Et puis en termes de présence, ça donne un peu ça, quoi, en gros. Hein, vous pouvez développer progressivement votre ligne de train en allant connecter aussi avec des bâtiments, avec des usines, etc. J'ai l'impression qu'on peut peut-être aussi utiliser les lignes de chemin de fer des autres joueurs potentiellement à son bénéfice, quoi, en gros. Donc ça peut être assez intéressant, mine de rien. C'est un type de jeu qui m'a jamais tellement attiré, les jeux de construction de voies ferroviaires. Mais après tout, pas mourir bête. Martin Wallace, c'est quand même un auteur de renom. J'aimerais bien tester malgré tout un jour ce Steam Power, malgré tout, parce que sur le papier, ça m'attire pas outre mesure, mais quand même, la curiosité fait que j'aimerais bien un jour tester un jeu de ce type, où il y a aussi toute la série des 18XX aussi, qui sont pas forcément tous des mêmes auteurs, mais qui m'ont attiré plusieurs fois, juste par curiosité. Voilà, continuons maintenant, on va aller voir les niveaux de pledge. Voilà, ici le Station Master, donc c'est l'édition Deluxe, c'est ça, à 99$. Sinon, vous avez le Ticket Controller qui est à 40$, donc qui est une édition standardisée, avec donc des éléments de gameplay, enfin de luxification qui sont absents cette fois-ci, c'est-à-dire que les miniatures sont remplacées par des petits meeples, on va dire. Les usines, pareil, hein, c'est des petits morceaux de bois. On a les ressources en bois aussi qui sont quand même bien moins qualitatives. Les tuiles ne sont plus en bois mais en carton, pareil pour les pièces, etc. Donc en gros, une version standard, boutique, beaucoup moins chère que la Station Master qui, elle, vous propose quand même un matériel assez deluxifié avec du PVC, avec du plastique dans tous les sens. Donc c'est quand même plus agréable à jouer. Ensuite, on a aussi des pledges pour avoir plusieurs copies, donc une sorte de pledge groupé pour ceux que ça pourrait intéresser, pour la version standard comme pour la version deluxifiée. Et puis, ma foi, je vais pas trop passer de temps sur ça, donc on va passer directement au shipping, avec Canada 22$, Union Européenne, il faudrait apparemment cliquer parce que ça dépend pas mal des pays, donc on va aller voir tout de suite ici. Wow, le fichier Excel de la mort qui tue, avec ici la France, ici la Belgique, on a aussi peut-être on a Monaco, tiens pourquoi pas, et on a aussi la Suisse, voilà, et donc vous regardez un petit peu la ligne qui vous correspond en termes de niveau de pledge, et puis également de lieu pour avoir un petit peu un aperçu de ce que cela pourrait vous coûter en termes de frais de port. Et donc ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Steam Power, le nouveau projet de Martin Wallace, qui m'attire par pure curiosité, mais de là à les baquer, il y a quand même un monde, il y a quand même une distance que je ne franchirai pas. Voilà donc pour les projets des plats principaux de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux deux derniers projets, les deux petits desserts de la semaine. Petits, dis-je, parce que sur une semaine un peu plus conséquente, ils auraient eux-mêmes probablement été reversés dans les plats principaux de la semaine. Mais donc là, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose cette semaine, donc je les ai décalés en dessert parce qu'ils me semblent être assez intéressants, même si c'est pas forcément ceux qu'on attendait le plus. Le premier dessert de cette semaine, il s'agit de Philharmonix Space Orchestra Management Board Game, qui nous vient de Arcona Games, dont c'est le 11e projet sur Kickstarter. C'est un petit éditeur qui nous vient de Macédonie du Nord, donc c'est quand même assez rare pour être signalé, et qui nous a d'ores et déjà proposé plusieurs projets intéressants sur Kickstarter, à commencer par Small Samurai Empires, c'est leur premier vrai projet couronné de succès. Avant ça, il y avait eu Small Star Empires, c'est vrai, mais qui avait quand même fait moins parler de lui. Mais Small Samurai Empires, pardon, a l'air d'être très sympatoche. J'avais beaucoup hésité à le prendre parce qu'en plus, mon thématique Japon, etc. Je l'avais finalement pas pris. Je l'ai un petit peu regretté par la suite parce qu'en fait, il était vraiment très abordable, hein, 29$. Il est même revenu par la suite, il y a un an ou deux, avec l'extension, plus le playmat. Encore une fois, pas pris, un peu regretté, mais bon, finalement,
si je ne l'avais pas revu dans la liste des jeux sortis précédemment par le même éditeur, je l'aurais certainement oublié, donc c'est que finalement il n'y a pas de regret à avoir. Par contre, j'avais aussi beaucoup apprécié la proposition en termes de direction artistique et de thématique de Pest. C'était l'année dernière, je crois, sur Kickstarter, avec 3600 backers, donc très joli résultat pour Pest à l'époque, avec une super DA, une thématique que j'aime bien. C'est vrai que les médecins de Pest, ça envoie du pâté, hein, visuellement parlant, c'est quand même toujours appréciable. Il y avait aussi Small Railroad Empires qui avait plutôt bien marché également, donc c'est un petit éditeur qui fait pas des scores énormissimes, mais qui fait toujours des scores assez consistants malgré tout, et qui se développe bien, et qui propose souvent des jeux pas non plus hyper originaux, mais qui ont suffisamment de choses pour attirer ma curiosité et qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Et donc là, ils nous reviennent avec un jeu assez original dans la thématique, cette fois-ci, puisqu'avec Philarmonix, on vous propose de créer votre orchestre intersidéral, puisque vous allez pouvoir aller recruter différentes races d'aliens, différents musiciens de par la Voie lactée, on va dire, hein, aux quatre coins de l'univers, pour former votre orchestre, créer vos propres morceaux musicaux, mais également les jouer devant différents publics à travers l'espace, hein, sur différentes planètes, afin aussi de satisfaire différents patrons, donc les patrons dans le sens de mécènes, qui pourront également soutenir votre quête artistique. Vous pourrez aussi enregistrer en format entre guillemets digital vos compositions dans le jeu pour les laisser aux générations à venir également. Vous pourrez aussi améliorer votre vaisseau salle de concert pour voyager plus efficacement, pour ensuite consacrer votre temps à des tâches plus importantes telles que la composition, le fait de jouer devant un public, etc. Donc assez intéressant, on est sur un jeu de placement d'ouvriers fondamentalement, mais également de sélection d'actions, on va dire. Vous avez une sorte de grille d'actions disponible, à vous de choisir la meilleure dans un timing le plus efficace possible. C'est un jeu fondamentalement euro, hein, donc placement d'ouvriers avec, comment dirais-je, des mécanismes relativement communs à tout ce qui est Eurogame. On est sur un jeu qui ne comporte pas de jet de dés par exemple, c'est plutôt orienté stratégie et assez peu basé sur la chance. Et donc gestion d'orchestre, qui est quand même un mécanisme qui n'est pas souvent mis en avant. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a bien un mode solo, et c'est pour des parties qui vont aller de 60 à 120 minutes. Avec en plus de ça, vous le voyez, un matériel assez sympatoche, puisque ici vous avez votre vaisseau slash salle de concert, qui va pouvoir accueillir des tuiles de musiciens. Vous allez pouvoir recruter des musiciens de par, par l'univers qui vous entoure, en fait, simplement, à travers l'univers, et donc ensuite les loger dans des petits slots prévus à cet effet dans votre navire. Et vous le voyez ici, oui, il y a bel et bien une version francophone à venir pour Philarmonix également. Par quel éditeur? Là-dessus, j'ai pas encore vu, peut-être qu'on le verra plus bas dans la campagne. Au pire, c'est pas très important. Vous savez en tout cas que a priori, Philarmonix devrait connaître une VF une fois la campagne livrée au backer, quoi, en gros. Ensuite, why back now? D'abord parce que le prix sera plus cher après la campagne en boutique, donc petit discount intéressant durant la campagne, même si bien sûr il y aura les frais de port qui vont venir vous amener à contrebalancer un petit peu, à calculer un petit peu si c'est véritablement rentable de le prendre maintenant plutôt que d'attendre une sortie boutique en VF, à vous de voir. Il y a aussi apparemment le Patron Pack ainsi que les Stretch Goals qui sont gratuits durant la campagne et qui sont des caisses exclusives qui plus est, donc vous ne retrouverez a priori pas en boutique. Et puis toujours cet aspect de soutenir un jeune éditeur indépendant, on va dire. Ensuite, Key Features, donc on va dire les keywords, les mots-clés du Philarmonix. Donc composez d'abord votre chef-d'œuvre musical avec votre orchestre composé d'aliens issus de tous les quatre coins de la galaxie, pour ensuite justement jouer votre chef-d'œuvre devant l'ensemble de la galaxie et des différents publics qui réclament à corps et à cri de vous entendre. Ensuite, theme matching gameplay, donc on a apparemment un thème vraiment présent, il ne s'agit pas apparemment d'un thème plaqué, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir aussi améliorer votre vaisseau pour mieux voyager de planète en planète, pour créer pour consacrer plus de temps à la création musicale ou au concert par exemple. Donc, apparemment les mécanismes ont l'air d'être relativement imbriqués à la thématique, et ça c'est plutôt toujours appréciable.
Ensuite, Beautiful Artwork, bah, c'est vrai que visuellement le jeu est plutôt joli, les couleurs sont un petit peu pétantes au niveau des planètes que l'on voit ici, certes, mais globalement c'est vrai que visuellement ça présente plutôt pas mal, les plateaux de joueurs sont plutôt agréables également à l'œil. High Quality Materials, bon apparemment on a effectivement du matériel qui est plutôt soigné, avec cet aspect de, comment dirais-je, d'orchestre qui va venir se placer, s'insérer dans les gradins, hein, c'est plutôt joli également. En tout cas, c'est un jeu qui, quand on le voit sur une table, donne envie d'être essayé, avec ici ces plateaux double épaisseur également, donc vraiment ça présente plutôt pas mal. Ensuite, le contenu, hein, vous le voyez, plateau central, les gradins, les plateaux individuels, l'insert avec un couvercle en plastique pour éviter que tout se casse la gueule si vous êtes un verticaliste, les tuiles de musiciens qui vont être amenés à évoluer eux-mêmes. Vous voyez, il y a des étoiles ici, une étoile, vous le retournez, ça fait un musicien à 2 étoiles, il y a des musiciens à 3 étoiles également, donc plus le musicien a d'étoiles, plus il est compétent bien sûr, et ils peuvent évoluer en cours de partie au fur et à mesure des enchaînements, enfin des pratiques, des répétitions que vous allez faire avec votre groupe. Ensuite, on a également un petit sachet, des cartes de patron, donc des mécènes. Vous devrez essayer de respecter les prérequis qu'ils vous donnent pour engranger encore plus de points, etc. La monnaie du jeu, des tokens de fans, des cartes de record, donc d'enregistrement en format numérique de vos morceaux musicaux pour les léguer à la postérité, on va dire, des tuiles d'action de sélection d'action, pardon. Ensuite, le mode solo qui disposera de son propre deck de cartes, des dés. Je l'ai dit tout à l'heure qu'en fait il n'y avait pas de dés, en fait si, il y a des dés, donc bon, euro, mais avec des dés. Bon, ce qui n'est pas forcément contradictoire en soi, mais je pensais que pour le coup il n'y avait pas de dés, alors qu'en fait si, j'avais oublié. Ensuite, on a des petits meeples de ci de là, on a des disques également pour tout ce qui est marqueur de points, etc. Avec donc le petit couvercle en plastique pour éviter que tout ne dégueule si vous placez ça en vertical. Ensuite, on a le Deluxe Pack qui va pouvoir remplacer vos gradins que vous avez vu tout à l'heure par une sorte de miniature 3D, donc un peu classe, certes. Ça n'a pas un grand intérêt, mais bon, ça a l'air d'exister si vous êtes adepte de la deluxification. On a aussi des cubes en acrylique qui viennent remplacer éventuellement ceux de la version de base. On a des meeples avec du screen print dessus pour aller déposer vos ouvriers, on va dire. Pareil, les petits tokens de monnaie qui seront eux aussi disponibles en acrylique plutôt qu'en carton. Ensuite, continuons le Patron Pack avec 5 nouveaux mécènes, éventuellement. Donc, c'est, encore une fois, je le dis, une exclusivité Kickstarter. Donc, ça rajoute un petit peu de rejouabilité, un petit peu de profondeur de gameplay, éventuellement. Donc, bref, de nouveaux mécènes, en plus de ceux déjà présents dans la boîte de base. Et puis, dans la Ultimate Conductor's Box, on a aussi quelques petits extras de ci, de là, en plus. Ensuite, les pledges. Le pledge standard, vous allez voir, encore une fois, hein, décidément, cet éditeur macédonien nous propose souvent des pledges assez intéressants, puisque on est ici sur une économie de 35$, c'est quand même pas rien, donc un jeu à 79$ au lieu de 114 directement en boutique, pour le pledge standard que l'on voit ici. C'est une belle ristourne, même s'il faudra encore une fois prendre en compte les frais de port. Donc ça contient Philharmonix, le jeu de base, plus le Patron Cards Pack, plus les stretch goals qui sont contenus dans cette boîte. Ensuite, on a la version Deluxe à 99$ contre 144 théoriquement en boutique. Donc pour la version Deluxifiée, avec notamment les gradins en Deluxe, etc. Vous avez un petit peu le différentiel entre les composants standard et Deluxe. Est-ce qu'il y aura par exemple du double épaisseur ou pas? Est-ce qu'on prendra de l'acrylique ou du carton? Etc. etc. Vous avez donc la différence à gauche et à droite. Gauche pour le standard, droite pour le Deluxe. Voilà, encore une fois, hein, la présence sur la table est quand même plutôt charmante. Je trouve que visuellement ça marche plutôt pas mal en tout cas. Le gameplay, j'ai déjà passé un petit peu de temps pour expliquer un petit peu les différents mécanismes, donc on va pas trop prendre de temps, mais sachez qu'il y a donc du placement d'ouvriers, la sélection d'actions au sein d'un set d'actions disponible devant vous. Il faudra bien sûr choisir l'action que vous souhaitez accomplir, ainsi que sa portée, sa puissance, on va dire, et en fonction de la puissance que vous voulez lui attribuer, payer les ressources nécessaires. Ensuite, il y aura tout un tas d'actions disponibles, telles que déplacer votre navire pour aller jouer en concert dans différentes planètes, développer votre vaisseau pour qu'il se déplace plus rapidement notamment, recruter de nouveaux musiciens, les entraîner, faire des répétitions pour qu'ils prennent du niveau et soient donc encore plus efficaces devant le pupitre. Ensuite, composer vous-même des nouveaux morceaux, faire un concert, remplir des missions de mécènes, pour gagner encore plus de points de victoire.
Le mode solo avec son deck de cartes spécifique. Ensuite, vous pouvez télécharger les règles en anglais, j'imagine seulement. Ici en PDF, vous pouvez aussi tester le jeu sur Tabletopia pour vous faire la main et voir si c'est un jeu qui pourrait vraiment vous plaire, vous intéresser. Les reviews, il n'y en a pas en français malheureusement, je crois. Ça c'est quand même assez dommage, même si on aura une VF à terme apparemment. Mais bon, on aurait bien aimé avoir une vidéo disponible en VF quand même pour se faire un avis un peu plus précis. Quoi qu'il en soit, pour le shipping, les zones concernant l'Europe, voilà, c'est ici, zone 2 pour l'Europe, 22 $. Pour le Japon, 33 $. Pour le Canada, 39 $. Ça pique un petit peu plus. Ça, c'est pour le standard. Pour le deluxe, il faudra sortir un tout petit peu plus parce que c'est un peu plus lourd, donc 26 ou encore 40, 44 pour le Canada. Ça coûte un petit peu plus cher en termes de frais de port ici. On peut aussi ajouter en add-on les autres jeux de l'éditeur d'ailleurs, hein, si vous avez raté Pest et que vous le regrettez, vous pouvez prendre Pest maintenant, ou encore Small Samurai Empires par exemple. Et ma foi, c'est à peu près tout concernant Philharmonix Space Orchestra Management Board Game, qui pour l'instant fleure les 1000 contributeurs d'ici quelques heures à mon avis. En tout cas, on est déjà pour l'instant à 971 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne, et déjà 75 000 € d'engrangés. Dernier projet de cette semaine, et je l'ai placé dans les desserts parce qu'il me semble assez intéressant, même si vous le voyez fondamentalement, c'est pas un jeu qui attire énormément de monde, aussi parce que c'est un premier projet, un primo-éditeur sur Kickstarter. Il s'agit de Everstone Discovering Ignis, qui lui pour le coup n'a pas de VF, et ça c'est un petit peu dommage, ça attire un petit peu moins bien sûr le public francophone qui n'est pas forcément un grand ami de la langue de Shakespeare, mais donc Everstone, avec ses 407 contributeurs, pour l'instant n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire incessamment sous peu, puisque le seuil de financement n'est plus qu'à 3000 € d'être atteint, en fait, tout simplement, et il reste plus de 3 semaines, donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement. C'est un jeu en engine building, principalement, donc construction de moteurs, avec masse de combos à aller imaginer, et qui plus est, avec un mécanisme que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire les cartes multi-usages, un petit peu à la Maracaibo par exemple. Je l'avais d'ailleurs mentionné brièvement dans le top 10, je crois, des jeux que j'attendais le plus sur Kickstarter et GameFound cette année, il y a quelques semaines, dans les mentions honorables. Il n'était pas dans le top 10, mais il était dans les mentions honorables, et donc le voici, ça y est, sur Kickstarter. Everstone Discovering Ignis, qui, à 26 jours de la fin de la campagne, devrait vraisemblablement financer très rapidement. C'est donc, je le disais tout à l'heure, un primo-éditeur, il s'agit de Sam McDavid, avec McDavid Publishing, en fait, de son nom, en fait, tout simplement, qui nous pond son premier jeu. C'est un jeu pour 30 minutes par joueur autour de la table, donc on va dire de 30 minutes à 2 heures potentiellement, pour 1 à 4 joueurs, et donc comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu de engine building, de construction de moteurs, qui va aussi combiner de la sélection d'actions avec un twist un petit peu nouveau, qui va renouveler un petit peu le genre de la gestion de main également, via ces cartes multi-usages, comme on en a déjà eu par le passé, mais apparemment avec une gestion un petit peu différente. C'est un jeu dans lequel on va en fait tout simplement aller excaver, on va dire, différentes reliques d'une autre époque, et si possible on va essayer de les réparer pour bénéficier de nouvelles utilités des artefacts en question. Et les artefacts en question peuvent parfois rappeler un petit peu notre monde à nous. On voit parfois des manettes de jeux vidéo, on a des masques, des poils, des bougies, etc. Donc voilà, une manette de jeux vidéo qu'on a vu ici, voilà, oui, par exemple. Donc voilà, des trucs un petit peu marrants qui évoquent un petit peu la pop culture, c'est sympatoche. Et vous le voyez, ces cartes ont plusieurs utilités potentielles en fonction de l'utilisation que l'on va choisir d'en faire. Alors, qu'est-ce qui fait de Everstone un jeu spécial? Alors d'abord parce que les tours sont apparemment très rapides, et il y a une multitude de combos à aller imaginer, et ce dès le premier tour de jeu apparemment. En tout cas c'est la promesse qui est faite ici. Vous pouvez enchaîner des actions assez fluidement, on va dire, dès le premier tour de jeu. Et ça c'est assez intéressant comme promesse, que généralement les jeux où on peut faire masse de combos, il faut quand même quelques tours pour pouvoir commencer à entrevoir des combos vraiment efficaces. Là apparemment c'est jouable assez rapidement. Ensuite, Familiarity with a Twist, autrement dit des mécanismes assez familiers, on va dire, donc, auxquels on est habitué, mais avec un petit twist, qui va reprendre ainsi quelques micro-mécanismes qu'on a déjà vu pas mal de fois dans les jeux euro habituellement, mais avec un aspect un peu plus frais, un petit peu plus novateur.
Grosse rejouabilité avec 75 cartes de reliques, 12 tuiles de villageois un petit peu asymétriques qui vont entrer et sortir du jeu en fonction des parties, etc. Et puis également un mode solo apparemment bien conçu, parce qu'apparemment il a été vraiment conçu avec vraiment en tête ce mode solo. Ensuite, sachez également que vous aurez une nouvelle caravane, donc autrement dit un nouveau plateau différent d'une partie à l'autre, donc fondamentalement, même chacune de vos parties en tant que joueur individuel sera radicalement différente de la précédente parce que vous n'aurez pas la même caravane non plus, donc pas forcément les mêmes compétences, les mêmes orientations de gameplay. Le gameplay en lui-même, on a donc une sorte de course à la réputation, donc aussi cet aspect de course à prendre en compte, parce que le premier qui atteint les 10 points de réputation va déclencher la fin de la partie. Ensuite, le set collection, on pourrait le dire également, puisqu'on va aller déterrer, trouver, collectionner des reliques cassées, donc en tout cas en panne on va dire, que l'on va pouvoir essayer en tout cas de réparer ou de revendre sans les avoir réparés au préalable. On va essayer d'aller collecter des ressources qui vont nous permettre ensuite de réparer les ressources mentionnées, pas les ressources mais les items, les reliques mentionnées préalablement. Réparer les reliques, justement, ça fait partie des actions que vous pourrez entreprendre, avec plein de combos à aller imaginer une fois qu'elles sont réparées, etc. Ou pour mieux les réparer, il y a d'autres combos aussi à imaginer. Ensuite, le fait de manager, comment dirais-je, gérer votre atelier, pour mieux gérer les ressources qui s'y trouvent, pour mieux gérer les cartes de reliques que vous allez chercher à réparer, puisque, vous le voyez, votre plateau individuel est séparé en plusieurs actions que vous pourrez entreprendre, mais si vous allez choisir une relique, vous allez potentiellement aussi devoir la placer dans votre atelier, et donc elle va potentiellement aussi cacher, je crois, si j'ai bien compris, mais j'ai étudié ça il y a 2-3 jours, j'ai peut-être un peu oublié entre temps, cacher un espace, qui fait qu'il sera plus accessible ou moins efficace, j'ai oublié, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Vous voyez qu'ici, il y a une carte justement qui couvre un emplacement de votre plateau. Et donc plein de différentes façons d'aller chercher des points apparemment également. Donc assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis vous le voyez, visuellement, pour un premier projet d'un primo-éditeur, ça présente plutôt pas mal. Il y a un aspect un tout petit peu nouvel éditeur, un petit peu amateur, certes, mais ça présente plutôt pas mal, et les composants ont l'air d'être relativement soignés également. Qui plus est, vous le voyez avec le premier pledge levels ici, le premier niveau de pledge, c'est relativement abordable, puisque la version de base est à 59$, donc c'est plutôt abordable, c'est plutôt pas trop cher, pas trop dispendieux. Ensuite, vous avez un pledge retail, donc pour les gérants de boutique, et c'est tout. Autrement dit, il y a en gros un pledge, et ça c'est plutôt très cool. Ça évite d'avoir à passer trop de temps sur la plage de la campagne, à faire marcher la machine du FOMO pour vous attirer vers la petite extension, alors qu'elle sert pas à grand chose, ou que le jeu tient très bien sur ses jambes en lui-même. Donc ça c'est cool, pas d'extension pour l'instant en tout cas. Les composants, vous les voyez ici apparaître, donc les plateaux individuels, le plateau central, les petits tokens screen print, donc ça c'est plutôt très cool aussi. Globalement très, très coloré, très chamarré, c'est plutôt joli. Ensuite, continuons, on va aller voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de shipping, voilà, si ça se passe. Alors, pour vous, l'Europe, donc 28$ de frais de port. Ça, par contre, c'est un petit peu cher. Pour nos amis canadiens, 24$, un peu moins cher, c'est rare, que l'Union Européenne. Et pour nous qui sommes en Asie, ça fait 33$ de frais de port, c'est un petit peu cher. Par contre, c'est peut-être aussi le moment de faire des pledges groupés, des mini-pledges groupés, puisque jusqu'à 4 copies du jeu, vous pourrez ajouter seulement 6 ou 10$ de plus par copie pour amortir un petit peu au niveau des frais de port. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là pour des micro-pledges groupés, on va dire. Et c'est un jeu qui devrait théoriquement être livré assez rapidement, puisque vous le voyez, l'objectif de livraison est de livrer en 2024, en novembre 2024 plus précisément. Bon, on n'est jamais à l'abri d'avoir 3, 4, 5, 6 mois, 1 an de retard parfois, mais en tout cas, l'objectif est louable, livré en novembre prochain, ce qui veut dire que théoriquement, le jeu, mécaniquement en tout cas, est déjà terminé. D'ailleurs, vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Pas mal de petites vidéos vous présentant le jeu et l'opinion de certains des youtubeurs qui ont pu le tester, y compris par exemple Board Game Co, qui a généralement des avis, des opinions sur les jeux qui s'alignent plutôt pas mal avec les miennes, donc il faudrait que j'aille regarder ce qu'il dit justement de Everstone. Pas de vidéo en français malheureusement. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Everstone. Alors, voici, on va repasser sur ma tronche dans la pénombre, comme à l'accoutumée ces dernières semaines, même si je vais bientôt remettre un petit peu plus d'éclairage, et surtout, j'en parle depuis des mois et des mois, mais ça y est, je vais me prendre une vraie caméra qui fera que les jeux sont un petit peu plus présentables,
et les détails de ma tronche un petit peu plus visibles, et ça c'est quand même un peu dommage. Mais bon, que voulez-vous, hein, on peut pas avoir le beurre, le cul de la crémière, etc. Vous connaissez l'expression. Et donc, également, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais donc je serai présent au Festival de Cannes pour le boulot, mais j'avais pas donné beaucoup de détails pour ceux qui éventuellement voudraient partir à ma recherche pour me claquer la bise, et ce serait avec grand plaisir bien évidemment. Donc voilà, je vais vous donner un peu plus de détails, parce que déjà, le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille n'était pas forcément très audible, donc je vais au Festival de Cannes pour MOB Vanguard, c'est-à-dire cette entreprise-là. Donc je suis agent de licence, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais en gros, je suis agent, comme un agent de footballeur par exemple. On va proposer en fait les jeux des éditeurs qui font partie de notre catalogue, par exemple Beast, Senjutsu, Atlas Lost, etc., Planet Unknown, et on va les proposer à différents éditeurs de par le monde pour leur demander s'ils voudraient faire une version dans leur langue pour leur pays des jeux qui font partie de notre catalogue en fait, simplement. Et donc, c'est pour MOB Vanguard que je vais au Festival de Cannes, et je serai dans l'Auditorium H, ouais, c'est ça, Auditorium H, 3e étage. Donc voilà, sachez-le pour ceux qui sont intéressés, je serai dans l'Auditorium H, 3e étage apparemment, mais vous me verrez peut-être aussi un petit peu chiner entre les différents stands qui seront dans le festival, parce que j'aurai des pauses, j'aurai aussi l'opportunité d'aller faire peut-être des micro-vidéos de ci de là, peut-être pour faire une sorte de compilation après sur la chaîne. Je sais pas encore ce que j'ai en tête. C'est aussi pour le boulot en fait, hein, simplement le boss m'a demandé de aller prendre des petites photos, des petites vidéos de proto que l'on pourrait éventuellement chercher à contacter, en tout cas l'auteur qu'on pourrait chercher à contacter pour voir s'il serait intéressé pour bosser avec nous par exemple, etc. etc. Donc je serai aussi un petit peu dans les stands, donc si vous ne me voyez pas sur le stand de MOB Vanguard, je suis ailleurs, cherchez-moi. Voilà, hein, trouvez Charlie, trouvez Kevin, ne trouvez pas Xavier parce que malheureusement il ne vient pas, mais voilà, si vous voulez me dire bonjour, ça me ferait un très grand plaisir. Également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai donc absent pendant une semaine, donc il n'y aura pas de menu crowdfunding la semaine prochaine, mais parce que quand même, hein, un petit peu d'esprit professionnel malgré tout, hein, je suis là pour vous, donc je ne vais pas vous laisser complètement à nu, je vais vous parler de quelques jeux qui vont sortir la semaine prochaine, parce que malgré tout il y en a quand même pas mal qui sont assez intéressants, à commencer par Inferno. J'en ai déjà parlé brièvement lors du top 10 dans les mentions honorables si mes souvenirs sont bons. Alors attendez, je vais vous le faire apparaître parce que du coup j'ai pas préparé les pages. Alors. Ouh, ça va être galère ça. Attendez. Voilà. Donc Inferno Deluxe Edition par Red Mojo Games, ceux qui avaient déjà fait... comment s'appelait ce premier jeu déjà, je l'ai encore oublié alors que je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps. C'était Tindaya. Voilà. Tindaya a eu des retours mi-figue mi-raisin. Mais bon, en tout cas, il nous propose cette fois-ci Inferno Deluxe Edition dans 3 jours. Il est déjà suivi par 11 000 personnes avant le lancement de la campagne. Il y aura une VF qui plus est. Il y a des miniatures dans un univers très sombre, très glauque, mais dans l'univers de Dante, donc en gros très classe. Jolie petite miniature par-ci par-là, donc ça a l'air quand même d'envoyer pas mal du bois et du plastique pour le coup, mais celui-ci est quand même pas mal à suivre. Également, autre projet que vous allez par contre cette fois-ci trouver sur Kickstarter, je vais vous l'afficher également. Voilà, comme ça c'est fait. Le second, c'est donc Forge Flames, donc le nouveau jeu de Lord Raccoon Games, l'éditeur français, qui vient d'ailleurs tout récemment de signer chez MOB Vanguard, donc on sera peut-être amené à bosser avec eux. Je vais certainement leur chercher par exemple un éditeur au Japon. Donc eux aussi lancent leur 3e jeu, 2e sur Kickstarter, parce qu'ils en avaient fait un sur GameFound également, mais c'est leur 3e projet, avec une très belle direction artistique qui plus est, et déjà 2300 abonnés à la page de pré-campagne, donc là encore un truc à suivre de près. Ensuite, tout à l'heure je vous ai parlé de Inferno, mais la même semaine et également sur GameFound, on aura aussi Dante's Inferno, qui lui par contre faisait partie de mon top 10 des jeux les plus attendus pour cette année. Et le voici, voilà, Dante Inferno. Tout à l'heure on avait donc Inferno, même univers, mais éditeur différent, jeu différent. Celui-ci est suivi déjà par 23 000 personnes, c'est énorme.
Et ça s'explique aussi parce que c'est Creative Game Studio derrière, autrement dit, l'équipe derrière Chronicles of Junagor, qui a désormais une VF et qui avait fait un énorme succès à l'époque. Donc ouais, si vous voulez en savoir un peu plus sur Dante Inferno, j'en parlais assez longuement dans le top 10 des jeux que j'attendais particulièrement pour 2024 sur KS, GameFound et compagnie. Donc voilà, un jeu à suivre, même si fondamentalement je sais que je le backerai pas, c'est pas mon type de jeu, c'est un jeu en campagne avec masse de plastoc, etc. C'est pas pour moi, mais il m'attire énormément de par son univers, sa direction artistique, sa thématique. Mais bon, voilà, sachez-le. Ensuite, autre jeu, il y aura aussi Vampire the Masquerade encore, mais donc je le passe assez rapidement. Il y aura encore un Zombicide également, Army of the Dead, donc ça on passe assez rapidement. Il y aura encore Black Rose Wars Rebirth, pour une nouvelle campagne sur GameFound également, pour les dernières copies disponibles. Également, que j'attends pas mal, je l'avais pas mentionné dans le top 10 parce que c'est une extension, je l'avais mentionné dans les mentions honorables, mais il y aura aussi Ostia Pirates Expansion, donc mon jeu préféré de chez Uchiba Koya. Donc voici la page qui va apparaître sous vos yeux ébahis maintenant, voilà, c'est ça. Déjà 1600 abonnés sur la page de Ostia, donc l'extension pirate que j'attends beaucoup parce que Ostia, c'est un jeu que j'apprécie énormément de chez Uchiba Koya, mon jeu préféré de Uchiba Koya, et je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir apporter avec cette extension Pirates. Donc j'ai très hâte de le voir, donc je vais rater quand même beaucoup de belles campagnes dans la même semaine, ça m'enrage un petit peu. Il y aura aussi Street Masters, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Il y aura aussi Biome, moins intéressant à mon avis. Il y aura aussi Quaternary qui m'intéresse pas outre mesure. Il y aura Blight Seas Fleet, bref, il y aura pas mal de jeux, mais j'ai mentionné les 4-5 jeux qui m'intéressent le plus pour la semaine à venir, que malheureusement je raterai. Mais bon, ça c'est pas très grave au demeurant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Flow d'ailleurs? Flow c'était pas... Non, c'est le 27 Flow je crois. Flow c'est le 27, oui le 27. De toute façon, Flow, vous aurez une, voire deux vidéos de Xavier et moi-même, donc une review, plutôt une preview, parce qu'on n'aura pas assez de parties pour faire une vraie review, une preview plutôt, et peut-être quelques semaines plus tard, avant la fin de la campagne, une expli partie, je pense également, sur Flow. Mais bon, ça c'est dans 2 semaines, j'en reparlerai de toute façon dans le menu crowdfunding, donc là-dessus, pas de soucis. Et du coup, comme cette outro est bien trop longue, je vais m'arrêter là parce que je vais m'atteler maintenant au montage, il est 22h45. Je vais pas me coucher avant minuit et demi, mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien, bien évidemment, et on se retrouve potentiellement, pour ceux qui viennent, au Festival de Cannes. D'ici là, encore une fois, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.